il a souri, là. Qui croit en lui. Ça doit être ça la Donc, télévision. bonsoir à tous. Alors ce soir, je pense que vous avez vu le titre, hein, un titre plutôt, on va dire putassier, on peut le dire. Donc, sommes-nous seuls dans l'univers? Sans doute l'une des plus grandes questions de l'histoire de la science. Alors, en fait, je crois que je vais directement vous spoiler la fin. Je vais vous donner la réponse. La réponse à cette question, c'est on ne sait pas. Voilà. Merci de rien. Au revoir, messieurs. Bravo, Adrien. Allez, plus sérieusement, donc, vous l'avez compris, il n'y a pas de réponse oui ou non à cette question. Par contre, ce qu'on va faire ce soir, c'est d'essayer de comprendre la question. Et c'est ça qui est intéressant. Comprendre ce qu'il y a derrière ça, et après, vous serez plutôt bien armé pour vous faire une opinion par vous-même. Normalement. Alors, on va voir tout ça en 5 points. Premier point, qu'est-ce que la vie? Donc, essayez de comprendre quelle est la nature de la vie, quelle est la différence entre la matière inerte, le non-vivant, et la matière vivante. Ensuite, on va essayer de savoir où elle peut apparaître. Alors, c'est aussi essayer de comprendre dans quelles conditions la vie apparaît. En gros, qu'est-ce qu'il faut comme recette de cuisine pour faire apparaître la vie? Alors, une fois qu'on aura compris quelles conditions il faut pour qu'elle apparaisse, on va essayer de regarder ensemble où est-ce qu'on peut la chercher. On regardera d'abord chez les voisins, dans le système solaire, et plus loin. Et après, se poser cette question, pourquoi on n'a toujours rien trouvé finalement? Là, je parle surtout de la vie intelligente. On n'a rien trouvé. Et c'est là où on va sortir le fameux paradoxe de Fermi et sortir également l'équation de Drake pour essayer de calculer combien il y a de civilisations intelligentes dans notre galaxie. Ça permet d'explorer la question. Et puis à la fin, là, ça va être un peu plus détente pour s'amuser, essayer de comprendre à quoi pourraient ressembler les extraterrestres. Ce sera la partie ludique. Et à la fin, il y aura un quiz pour apporter de la nuance et aussi pour vous faire participer. Ce sera un quiz participatif. Vous serez invité à essayer de jouer, j'ai envie de dire. Bon, alors je précise que la première partie, qu'est-ce que la vie? C'est sans doute la partie la plus complexe. Elle est peut-être un peu indigeste, mais une fois que vous aurez passé ça, normalement, ça devrait être facile, ça devrait aller comme dans du beurre. J'espère. Alors, première question, qu'est-ce que la vie? Alors déjà, il faut s'intéresser à ce qu'il y a dans l'univers. Dans l'univers, tout ce que vous pouvez voir, toucher, sentir, c'est de la matière, et la matière, c'est des atomes. Donc là, je pense que ce tableau, tout le monde l'a déjà vu au moins une fois dans sa vie. Le tableau périodique des éléments qui classe les différents atomes par ordre de masse, du plus léger au plus petit. Donc tout ça, c'est ce qui compose la matière de l'univers. Et on est tout ce que vous pouvez voir dans l'univers, c'est fait d'atomes. Donc, l'air, c'est fait d'atomes, les liquides, c'est fait d'atomes. Nous, les êtres vivants, les humains, nous sommes faits d'atomes. Alors après, dans la nature, les atomes, ils sont rarement tout seuls. Ils aiment bien faire des duos, des trios, des quatuors, voire plus. Prenons des exemples. Dans l'air, vous avez le diazote, qui sont 2 atomes d'azote. Le dioxygène, qui sont 2 atomes de dioxygène. L'eau, 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène. Le CO2, 2 atomes d'oxygène, 1 de carbone. Les êtres vivants, eux, c'est là où c'est intéressant, c'est beaucoup plus complexe. Là, vous avez plein d'atomes qui s'assemblent pour former de très longues molécules. C'est là où c'est intéressant également. Alors, basiquement, la différence entre matière vivante et matière inerte. Matière inerte, donc, les atomes font des associations simples, duo, trio, quatuor, voire plus. La matière vivante, là, des associations très complexes, de longues chaînes d'atomes assemblés qui forment la matière vivante. Alors c'est là où c'est intéressant, c'est que les atomes, quand ils s'associent, ça donne une matière ayant certaines propriétés. Par exemple, quand 2 atomes d'hydrogène vont s'associer avec un atome d'oxygène, ça donne une matière ayant des propriétés, comme par exemple être liquide à 20 degrés sous pression atmosphérique. Ça, c'est une propriété. Ou encore, 2 atomes d'azote, ça donne une matière qui est gazeuse à notre température. Et bien là, les atomes forment un agencement tellement complexe que ça donne des propriétés qu'on pourrait qualifier d'extraordinaires. Enfin, extraordinaire, ça c'est un jugement. Hein. Quand on est scientifique, on est beaucoup plus froid dans la manière de regarder les choses.
Donc c'est parce que ça fait de longues chaînes qu'on a de la matière vivante. Alors, bon là, on voit clairement la différence, le vivant, l'inerte, donc ça représente une molécule typique, l'ADN. Longue chaîne d'ADN, on a aussi des molécules de protéines, enfin bref. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on compare la manière, comment ces deux types de matières subissent leur environnement. Cette matière-là, inerte, elle peut se transformer, mais bien sûr, elle ne décide pas quand elle se transforme. Ce qui la transforme, c'est les modifications de l'environnement. Par exemple, là, vous avez 3 molécules, 2 de dioxygène, 1 de méthane. Si on les soumet à une forte chaleur, hop, elles se recombinent, et là, on se retrouve avec 2 molécules d'eau, 1 de CO2. Ça, c'est involontaire. Cette matière, elle ne choisit pas de se transformer. Eh bien, la vie, elle, alors, elle est capable, par elle-même, d'attraper dans l'environnement la matière dont elle a besoin pour se fabriquer elle-même. Alors bien sûr, elle ne le fait pas dans n'importe quelle condition, ça on le verra plus tard. Mais retenez l'idée que la vie, la matière vivante, contrairement à la matière inerte, elle est capable de se transformer par elle-même. En quelque sorte, elle le décide. Même si ce n'est pas une façon très juste de le dire, mais elle le décide en quelque sorte. Alors, d'autres propriétés extraordinaires. Donc si on veut résumer ce qu'est la vie, en gros c'est de la matière vivante, capable de se développer, de s'autocopier, en gros se reproduire, et aussi de s'adapter aux modifications de l'environnement, dans une certaine marge de possibilité. Alors au final, le modèle d'être vivant le plus simple, c'est la bactérie. Donc la bactérie, il y a quoi dedans? L'ADN. Donc l'ADN, en fait l'ADN c'est le codage, quoi. C'est le code, pas comme un code informatique, mais disons que le code informatique c'est des 0 et 1. Là ce sont des atomes, c'est le code qui explique comment est fabriquée la bactérie. Alors pour qu'elle puisse vivre, elle a aussi des protéines qui lui permettent d'attraper la matière extérieure, d'autres protéines pour transformer cette matière, et ensuite encore des protéines pour pouvoir réagencer cette matière pour fabriquer un double d'elle-même. Là, vous l'avez vu se reproduire. Ça, bactérie, modèle vivant très très simple. Là, la question, c'est comment on est passé de ce microbe à toute la richesse d'êtres vivants qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui. Pour ça, on va ressortir l'histoire de la vie. Alors, la vie est apparue il y a 4 milliards d'années dans les océans. Et enfin, la vie multicellulaire, c'est ce qui nous correspond, on est fait de plusieurs cellules, elle apparaît il y a 2 milliards d'années. Et là, ça devient intéressant. Alors rappelez-vous, avant on avait une bactérie qui faisait tout. Elle se nourrissait, elle transformait la matière et elle l'utilisait pour faire une copie d'elle-même. Eh bien, il y a 2 milliards d'années, il va y avoir un changement. 2 bactéries vont s'associer l'une à l'autre et chacune va se spécialiser dans une tâche. La première se spécialise dans la capture de la matière, pour la dévorer, et la deuxième se spécialise dans la transformation de cette matière pour fabriquer une copie de cette double bactérie. Et en fait là on ne parle plus de double bactérie, mais on parle d'êtres vivants multicellulaires, puisque vous avez 2 cellules. Ça c'est 2 cellules, chacune spécialisée dans une tâche. Ça marche avec des monocellules, mais ça peut marcher avec plusieurs cellules. Là vous avez un être vivant, donc les cellules se regroupent chacune dans leur spécialité. Donc là on a 3 groupes de cellules spécialisées. Donc les premières spécialisées dans la capture de la matière, la deuxième dans la transformation, en utilisant la lumière d'ailleurs, et la dernière spécialisée dans la fabrication d'une copie de cet être vivant. Et donc là vous avez le fonctionnement basique d'un être vivant multicellulaire, comme on fonctionne nous. Les regroupements de cellules spécialisées constituent ensemble, chaque groupe, des organes. Là vous avez un premier organe, un deuxième, un troisième. Et donc ces organes, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui chez les plantes et les animaux. Une fleur, c'est un organe, une feuille, c'est un organe, un cœur, c'est un organe, un poumon, c'est un organe, pareil pour le cerveau. Ce sont des cellules spécialisées, regroupées. Et plus elles sont nombreuses, et plus elles peuvent faire beaucoup de boulot. Donc, multicellulaire, ça apparaît ici, mais on commence à parler de vie animale et végétale, ici.
l'explosion du Cambrien. C'est là où il y a toute une vie extrêmement riche qui apparaît. En fait, c'est survenu après une glaciation générale de la Terre. Donc là, on est il y a 700 millions d'années. Lorsque ça a fondu, la glace a libéré beaucoup de dioxygène dans l'eau, et on pense que c'est lui qui a permis à la vie d'exploser à cet endroit. Cette libération soudaine de dioxygène. Alors la vie, elle est apparue dans les océans, elle a atteint le stade animal et végétal, mais il y a un truc déjà qu'on observe, c'est que la vie, elle a une envie, si on considère qu'elle a une volonté, elle a une envie d'explorer d'autres environnements, de coloniser tous les environnements, et donc elle n'est pas restée dans la mer. Il y a 400 millions d'années, la vie a sorti la tête de l'eau pour aller coloniser les continents. Ça a commencé avec ces espèces de plantes, les insectes. Bon, après, la vie, elle ne s'est pas contentée de la terre ferme. Il y a 320 millions d'années, elle s'est envolée dans les airs. Ça a commencé avec les insectes. Et puis la vie, elle ne s'est pas contentée de s'envoler. Elle allait encore plus loin, puisqu'il y a 53 ans, la vie est allée sur un autre astre. Parce que oui, les premiers pas de l'homme sur la Lune ne se repassent pas uniquement dans l'histoire de notre espèce, mais également dans l'histoire de la vie. Ça a été une étape comme les autres parce que ce fut la première fois qu'un être vivant, de sa propre initiative, de son plein gré, a quitté sa planète d'origine pour aller sur une autre. Donc en soi, le fait que nous, humains, nous soyons des conquérants, que nous voulons conquérir de nouveaux environnements, ça fait de nous des êtres vivants comme les autres en fait. On est animés des mêmes pulsions, on pourrait dire. Alors il y a un gros problème dans tout ce que je viens de vous raconter, c'est que, aujourd'hui encore, on ignore complètement, du moins beaucoup trop, comment on fait pour passer de la matière inerte à la matière vivante. On ne comprend pas très bien quel est le processus entre les deux. Et ça pose un gros problème qui va être le fil rouge de cette soirée, c'est que on ne sait pas si c'est facile ou difficile. Si c'est facile, ça veut dire qu'elle apparaît tout le temps, la vie, quand les conditions sont réunies. Si c'est difficile, alors ça veut dire que c'est peut-être un miracle. Mais ça, on y reviendra plus loin lorsqu'on s'intéressera au paradoxe. Allez, maintenant, plus simple. Donc, essayer de savoir dans quelles conditions la vie peut-elle apparaître. Alors, des conditions, on va dire qu'il en faut 3. Déjà, il nous faut des matières carbonées. Des matières surtout faites de carbone, il faut aussi de l'azote et d'autres atomes lourds, utiles pour faire naître des êtres vivants. Il faut aussi un solvant, de l'eau, et aussi de l'énergie. Bon, alors les matières carbonées, c'est pas un problème, on en trouve sur tous les corps solides du système solaire. L'eau, alors là l'eau c'est un problème. L'eau, il faut absolument qu'elle soit liquide pour qu'elle joue son rôle. Trop près de l'étoile, l'eau est sous forme de vapeur. Trop loin, elle est gelée. L'un dans l'autre, la vie ne peut pas apparaître. Et c'est pour ça qu'on parle de zone habitable. Zone qui a la bonne distance de l'étoile pour que l'eau soit liquide sur une planète. Alors du coup, je vous pose la question, en toute logique, où se trouve, là-dessus, la zone habitable? Nina? C'est sur la Terre et une partie de Mars, je crois. Alors je vais vous donner la réponse. C'est Vénus. Alors oui, je sais, vous dites deux choses, c'est pas logique, alors ils vous racontent n'importe quoi, en fait il y a une explication. Ça c'est un premier élément, là en fait c'est pile la zone où la température est bonne, mais en fait il y a un autre paramètre qui permet à l'eau d'être liquide sur une planète, du moins qu'il y ait la bonne température, c'est l'effet de serre. L'atmosphère sur une planète, c'est comme un manteau, plus il est gros, plus il tient chaud. Donc en fait, voilà, vous avez les rayons du soleil qui arrivent, ils sont reflétés, mais il y a une partie qui est retenue par l'atmosphère. Et donc ça réchauffe la planète. Et bien grâce à ce pouvoir réchauffant, votre zone habitable, là, vous pouvez l'étendre beaucoup plus loin. Bien au-delà de l'orbite de Mars. Disons, ça rentre presque dans la zone des astéroïdes, quoi. Donc voilà la zone habitable du système solaire. Alors maintenant, vous avez vu, c'est pas compliqué, les conditions pour que la vie puisse apparaître. Maintenant qu'on sait ça, eh bien on va chercher à savoir où est-ce que l'on pourrait trouver de la vie extraterrestre. Alors ça tombe bien, par rapport à ce qu'on a vu avant, chez nous, dans le système solaire, la zone habitable, il y a 3 planètes qui se trouvent dedans.
Alors allons voir du côté de Vénus. Donc Vénus, planète qui est la plus proche de nous. Alors Vénus a une atmosphère, mais cette atmosphère retient beaucoup trop la chaleur. Il y fait en moyenne 478 degrés. Vous avez un super effet de serre, mais un effet de serre de l'enfer, quoi. Et la surface, ça ressemble à l'enfer, ça ressemble à ça. Ça, c'est une vraie photo faite par une sonde russe dans les années 80. Donc une planète où la vie y paraît impossible. Du moins en surface. Si on s'intéresse au passé de Vénus, on pense qu'elle a eu des océans qui auraient disparu il y a 750 millions d'années. Il y a 750 millions d'années, elle a subi un suremballement de son réchauffement climatique et donc l'eau s'est évaporée. Mais alors, si la vie est apparue dans ces océans, elle a peut-être pu survivre plus haut, dans les nuages où il fait beaucoup moins chaud et où il y a de l'humidité. Et d'ailleurs, il y a un peu plus d'un an, on a détecté dans l'atmosphère de Vénus de la phosphine. Alors c'est très intéressant parce que la phosphine est une molécule sur Terre qui est réputée pour être produite principalement par les êtres vivants. Alors, c'est pas une preuve qu'il y a de la vie, ça, c'est juste un indice. Parce qu'en effet, elle aurait très bien pu être produite par des bactéries dans l'atmosphère, mais ça peut aussi être le résultat de réactions chimiques dans le sol entre minéraux. Donc ça, c'est pas la preuve qu'il y a de la vie, c'est juste un indice qui nous invitera à aller jeter un petit coup d'œil dans l'atmosphère de Vénus pour vérifier s'il y a de la vie ou pas. Sinon, Vénus, ça paraît pas une bonne candidate pour la vie. Ah, par contre, Mars, qui se trouve après la Terre, là, c'est beaucoup plus intéressant. Là, on a de bons espoirs de trouver de la vie ancienne, voire actuelle. Alors là aussi, il y a une atmosphère, mais cette atmosphère, elle est beaucoup trop mince. Elle ne retient que très très peu les rayons du Soleil. Et du coup, il fait en moyenne moins 60. Donc là, c'est le problème inverse de Vénus. Manteau trop petit, et il fait trop froid. Bon, après, il y a eu des océans dans le passé. Mais ils ont disparu il y a 3 milliards d'années, ils se sont évaporés. À cause de la faible gravité, l'érosion de l'atmosphère. Ils sont plus là. Après, il y a des vestiges, comme les calottes glaciaires que vous avez sur les pôles. Et on a essayé de sonder ces calottes. Alors là, l'image peut paraître trompeuse. Ce que vous avez en blanc, c'est de la neige de CO2. Mais sinon, la calotte de glace d'eau, vous ne la voyez pas sur l'image parce qu'elle est recouverte de poussière rouge. Là, c'est une zone de la calotte qui a été sondée par radar. Et les taches bleues que vous voyez, eh bien, ça serait de l'eau liquide. Alors, vous avez une sonde européenne, Mars Express, qui a sondé le sol. Et voilà ce qu'elle a trouvé. Donc, sous les 1,5 km de glace, elle a trouvé ce qui semble bien être des poches d'eau liquide. Donc si c'est eau liquide, peut-être que la vie y est présente. Vu qu'on a vu que c'était une des conditions pour que la vie puisse apparaître. L'eau liquide, on n'en a pas vu qu'ici. Là, c'est le cratère Newton. Là, ce que vous voyez, les traces marron, ce sont des écoulements d'eau liquide. Voilà, assez surprenant, et en plus, c'est saisonnier. Ils sortent comme ça, et puis après, ils redisparaissent. Alors, on pense que c'est de l'eau mélangée avec beaucoup de sel, parce qu'il fait quand même très froid sur Mars, donc on pense que c'est de l'eau très très salée, pour qu'elle puisse apparaître dans ces conditions. Alors, sur Mars, il y a un autre indice, le méthane. Alors, le méthane, il est émis sur Mars de manière saisonnière, là aussi. Alors, c'est un peu comme la phosphine sur Vénus. Le méthane, sur Terre, il est réputé pour être principalement fabriqué par les êtres vivants. Donc là aussi, il y a peut-être des bactéries dans le sol qui le produisent, mais c'est peut-être aussi le résultat de réactions chimiques entre minéraux. Donc il n'y a pas non plus de quoi s'emballer. C'est un indice, mais ce n'est pas une preuve qu'il y a de la vie sur Mars. Peut-être des vaches. Ah c'est quoi? C'est parce que les rovers broutent, c'est pour ça? Non, bon. C'est aussi pour ça qu'on envoie plein de robots sur Mars, c'est parce qu'on espère qu'ils puissent nous donner cette réponse à cette question. Et à terme, c'est aussi ça qui nous motive à envoyer des humains, trouver ces traces de vie. Bon après, selon ce qu'on pourrait trouver, ce serait peut-être pas une bonne idée de ramener un Covid martien, ou à l'inverse, ça serait pas une bonne idée de contaminer cette vie martienne avec nos microbes à nous. On ne sait pas quel danger il y a derrière ça.
Est-ce que nos bactéries, je sais pas, envoyer un staphylocoque sur Mars qui contamine la vie locale? On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, il faudra être très prudent dans ces manipulations. Alors, ailleurs dans le système solaire. Alors, on n'est pas allé voir Mercure. Alors, on voit Mercure. Bon, Mercure, ça a l'air plié. Hein. On est trop près du Soleil. Pardon. Il fait en moyenne 127 degrés. Mais sur les pôles, il y a des cratères qui ne voient jamais la lumière du Soleil. Et donc, au fond, il fait froid. Et ce que vous voyez en jaune, ce sont des traces de glace d'eau. Alors, quand je vous dis glace d'eau, rien à voir avec de beaux glaciers comme sur Mars. C'est plutôt des flocons de glace mélangés avec la roche. Donc, imaginez des lacs souterrains sur Mercure, ça paraît impossible. Donc, Mercure pour la vie, ça serait non. Oui, accessoirement, ça ressemble à Mickey. C'est pas non plus un indice de vie. Alors, plus loin. Donc, les géantes gazeuses. Alors, les géantes gazeuses, là, déjà, il y a un problème. Le froid. Niveau de Jupiter, moins 120 au mieux. Neptune, moins 230. Donc là, beaucoup trop froid pour que l'eau soit liquide et que la vie apparaisse. Puis il y a autre chose. C'est des planètes gazeuses, faites de gaz. Donc si on regarde à l'intérieur, le souci là, c'est que pour fabriquer des êtres vivants avec des atomes, il faut que ces atomes se mélangent entre eux. Dans les planètes gazeuses, les atomes ne sont pas mélangés, enfin les molécules ne sont pas mélangées, elles sont superposées en couches. Et donc il n'y a pas de mélange, et du coup, qu'il y ait de la vie là-dedans, ça paraît également impossible qu'il y fasse assez chaud ou pas. Par contre, les géantes gazeuses, elles ne sont pas toutes seules. Elles ont des lunes. Des lunes qui, pour la plupart, sont faites de glace d'eau. Et sous la glace d'eau, il pourrait très bien y avoir des océans remplis d'eau. Et donc, pourquoi pas de la vie? Alors d'ailleurs, il y a Europe, autour de Jupiter. Donc Europe, vous avez cette sonde, Galileo, qui a sondé Europe. Et sous la glace, on a détecté un océan d'eau liquide. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui réchauffe cette eau, et donc il y aurait un volcanisme sous-marin. Alors ça pose des questions. Alors, je vais faire un retour dans l'histoire. Pendant très longtemps, on pensait qu'il ne pouvait pas y avoir de vie sans soleil, parce que le soleil est indispensable à la photosynthèse, pour les plantes qui sont à la base de la chaîne alimentaire. Eh bien, dans les années 70, en explorant les fonds marins, les chercheurs ont eu une grande surprise en découvrant ça, donc des oasis de vie près des cheminées volcaniques. En fait, là, ici, la vie arrive à prospérer sans l'énergie du soleil, puisqu'elle utilise celle des volcans sous-marins. Les volcans sous-marins, ils rejettent de l'hydrogène, d'autres éléments, plutôt toxiques, mais qui permettent aux bactéries qui sont à la base de la chaîne alimentaire de faire une sorte de photosynthèse, permettant à la vie de prospérer loin de la surface et de la lumière. Et donc, on peut imaginer qu'il y ait ce même genre de vie dans les océans d'Europe. Ça ne paraît pas impossible. Alors, si on veut le vérifier, il faudra envoyer une sonde se poser et ensuite percer un trou. Voilà, une fois arrivé, on libère le petit robot et avec une intelligence artificielle, il explore tout seul et après il retourne vers la torpille pour faire son compte-rendu. C'est avec ce genre de mission qu'on espère explorer les océans d'Europe. Bon, après, le problème, c'est l'épaisseur de la glace. Si ça fait plusieurs dizaines de kilomètres, c'est compliqué de percer. Ah, il y aura plus simple pour trouver de la vie. C'est Encelade. Alors, Encelade, c'est pareil qu'Europe, croûte de glace et océan liquide en dessous. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est que cette eau, elle se manifeste à l'extérieur sous forme de geyser. Alors, visuellement, ça ressemblerait à ça. Ça, c'est pas une vraie image, c'est fait par un artiste. Donc des geysers qui crachent l'eau, on sait qu'elle est salée, il y a une sonde qui est passée à travers les geysers, qui a pu les examiner. Elle n'était pas équipée pour détecter de la vie. Donc dans le futur, si on veut détecter de la vie dans ces océans, il suffit d'envoyer une petite sonde près de l'eau, à la petite cuillère, regarder dedans, et là, si on trouve de la vie, on pourra dire bingo. Mais bon, il faut encore préparer la sonde pour ça. Donc au final, dans le système solaire, en dehors de la Terre, il y a vraiment 3 endroits où on se pose beaucoup de questions. Ce qui est certain, c'est que ce soit Mars, Europe ou Encelade, là les conditions sont réunies pour qu'il y ait de la vie, pour qu'elle y soit apparue ou pour qu'elle y apparaisse. Donc ce sont des endroits très prometteurs. Alors si on regarde ailleurs, dans la ceinture d'astéroïdes, vous avez Cérès, il est recouvert d'une croûte de glace d'eau,
Et on pense qu'il y a peut-être de l'eau liquide en dessous, puisqu'il y a des geysers assez récents à sa surface. Quand je dis des geysers qui sont gelés. Donc là aussi, on se pose des questions. On n'a pas de preuves, mais on se pose des questions. Les deux autres lunes principales de Jupiter, Ganymède et Callisto, sont faites de glace d'eau. On pense aussi qu'il y a des océans sous la glace. On n'a pas de preuves, mais on pense. Pareil pour les autres lunes de Saturne. Les lunes sont faites de glace d'eau, donc là aussi beaucoup de soupçons. Pareil pour Titan, hein. On dira quelques mots en plus après. Les lunes d'Uranus, elles aussi faites de glace d'eau. Alors là aussi, peut-être de l'eau liquide en dessous. Pareil pour Triton, autant de Neptune. Et puis on se pose également la question pour Pluton, Eris, et aussi les planètes naines. Hein. Elles sont faites de glace, il y a de la glace d'eau. Donc en profondeur où il fait plus chaud, elle peut être liquide. Et donc pourquoi pas de la vie. Bon là, ici, ce qu'on a, c'est des suppositions. Hein. On n'a aucune preuve qu'il y ait vraiment de l'eau liquide actuellement sur ces mondes. Alors, on va parler plus en détail de Titan. Alors Titan, c'est sans doute ce qu'il y a de plus intéressant après Mars. À la surface, ça ressemble à la Terre. Vous avez des nuages, des orages, qui donnent de la pluie qui alimente des rivières, des fleuves, des lacs et des mers. Bon après, il fait moins 180 ici, donc c'est pas de l'eau qui coule. Ce qui coule, c'est du méthane. Le méthane, c'est un gaz sur Terre. C'est un gaz qu'on connaît bien, hein. Tous les êtres vivants en produisent. Ça se reconnaît au bruit et à l'odeur. Bon. Quoi qu'il en soit, là-bas, à moins 180, il est liquide et se comporte comme l'eau. Alors du coup, il y a des scientifiques qui imaginent que sur Titan, il pourrait y avoir une vie qui se développe, non pas autour de l'eau, mais autour d'un autre liquide, qui est le méthane. Et donc avoir une vie fondée sur le méthane liquide et qui prospère à moins 180 degrés, contrairement à la nôtre qui prospère dans l'eau à 20 degrés, on va dire. Mais bon, ça, ce sont des hypothèses, c'est de la science-fiction, on n'a pas le début d'une preuve que ça pourrait être possible. On l'imagine, mais on n'a pas de preuve. Alors, on a exploré le système solaire, mais dans l'univers, il n'y a pas que ça. La question, c'est où pourrait-on chercher au-delà? Et bien au-delà, il y a les étoiles, et les étoiles, tout ensemble, elles forment la galaxie. Et des galaxies, il n'y en a pas qu'une. Alors là, on va parler des exoplanètes. Alors les exoplanètes, ce sont des planètes qui tournent autour d'autres étoiles. Alors on a commencé à en découvrir en 95, et depuis, on en a découvert plus de 5000, et le chiffre grossit en permanence. Alors ce qui est marrant, c'est que, avant les découvertes, les scientifiques étaient un peu trop prudents, pensaient que dans notre galaxie, il devrait y avoir une planète pour 100 étoiles. En gros, 1% de planètes. Aujourd'hui, on pense plutôt que c'est 1,2 planètes pour une étoile. Donc il y aurait plus de planètes que d'étoiles dans la galaxie. Depuis qu'on en découvre, on se rend compte qu'une planète autour d'une étoile, c'est quelque chose de très banal. Alors il y a des curiosités, hein. Comme des géantes gazeuses 3 fois plus grosses que notre Jupiter, ou des planètes avec des anneaux immenses, bien plus grands que ceux de Saturne. Alors le problème, c'est pour les observer. C'est très très loin de chez nous. On va faire une comparaison. Neptune, elle est à 4 milliards et demi de kilomètres de chez nous, c'est 30 fois plus loin que la Terre. Et bien l'étoile la plus proche, elle se trouve à 48 milliards de kilomètres. C'est 8000 fois plus loin que Neptune. Grossièrement, ça fait 4 années-lumière. On va retenir cet ordre de grandeur. Ça, c'est l'étoile la plus proche. Notre galaxie, la Voie lactée, elle fait 100 000 années-lumière de large. Ça veut dire que la lumière met 100 000 ans pour la traverser. Et pourtant, la lumière, ça va vite. Ça met 1 seconde pour faire Terre-Lune. C'est pour vous dire à quel point les distances sont immenses. Alors avec tout ça, voilà ce qu'on arrive à voir au mieux une exoplanète. Les images que vous avez vues avant, c'est des représentations d'artistes. Ça, c'est une vraie image. Vous voyez, c'est pas grand-chose. Et en plus, ça permet de voir juste les exoplanètes les plus grosses. Autrement dit, les géantes gazeuses, où la vie est impossible. Alors, il y a autre chose. Si c'est difficile à voir, c'est aussi à cause de l'éclat de la très forte lumière de l'étoile. Alors, on peut arriver à la masquer, avec des méthodes. Mais une fois de plus, ça permet de voir uniquement les planètes géantes. Or, ce qui nous intéresse, nous, c'est les petites planètes, les petites rocheuses, comme la Terre,
où la vie pourrait y apparaître. Alors il y a plusieurs méthodes pour les détecter. Je vais vous parler de la plus répandue, c'est celle des transits. Donc quand une planète passe devant son étoile, elle cache une partie de la lumière, et ça, on peut le détecter. Et ça permet deux choses. Première chose, on peut connaître la taille de la planète. Si on peut connaître la taille, on peut savoir si c'est une rocheuse ou une gazeuse. Et selon le temps qu'elle met pour faire des passages, on peut savoir à quelle distance elle se trouve. Et donc savoir si elle se trouve dans la zone habitable ou pas. Alors si on fait les comptes, on a découvert une douzaine, même une grosse douzaine, de planètes de petite taille, enfin petite taille, hein, c'est des fois un peu plus gros que la Terre, se trouvant dans cette fameuse zone habitable. Alors on a découvert de beaux systèmes. Hein. Kepler 90, 8 planètes, c'est le plus fourni qu'on ait trouvé. Kepler 62, alors lui, il a 2 planètes dans sa zone habitable, mais le meilleur, c'est Trappist 1. Lui, il a 3 planètes dans sa zone habitable. Donc là, c'est 3 chances de trouver une planète où les conditions pourraient être réunies pour que la vie y apparaisse. Alors, je précise, ce n'est pas parce qu'une planète est dans la zone habitable qu'elle est forcément habitable. On ne sait pas à quoi ça ressemble à la surface, on ne sait pas s'il y a une atmosphère de bonne qualité, s'il y a de l'eau liquide, donc il y a autant de chances que les 3 que vous avez là, elles soient inhabitables, tout comme elles puissent l'être. On n'en sait rien. C'est un peu comme le chat de... je ne sais plus son nom là. Schrödinger. Merci, Jean-Luc. Schrödinger, oui, je ne sais pas le prononcer. Bon, là, c'est pareil. On ne sait pas si c'est oui ou si c'est non. Mais on peut en savoir plus grâce au nouveau télescope. Donc là, le LT, il devrait rentrer en service en 2025. Il a peut-être encore pris du retard. Et James Webb, lui, qui est arrivé cet été. Alors, on va s'en servir pour examiner l'atmosphère des exoplanètes. Donc, on va zoomer dessus. Alors, on peut, avec une caméra, rien voir de mieux qu'un gros point flou. Mais on peut examiner l'atmosphère, faire ce qu'on appelle un spectre. Et là, vous voyez les traits noirs dans un spectre de lumière, ça correspond à la présence de certaines molécules qui absorbent de la lumière dans ces zones. Et si par exemple, on trouve le spectre, dans le spectre d'une exoplanète, des traits qui correspondent à l'oxygène, à l'ozone, au méthane, à la phosphine, alors là, en gros, vous avez tiré le bingo, quoi. Il y a tous les indices qui tentent à démontrer qu'il y a de la vie. Alors je dis bien des indices. C'est pas une preuve, on peut toujours, en étant beaucoup trop prudent, dire que ça peut être le résultat de phénomènes géologiques et chimiques, et pas forcément de la vie. En fait, si on veut avoir vraiment la preuve que c'est le produit d'êtres vivants, il n'y a encore rien de mieux que d'envoyer une sonde. Après, c'est très compliqué. C'est très loin. Voyager 1, la sonde la plus éloignée de nous, elle se trouve à 23 milliards de kilomètres, il lui a fallu 45 ans pour arriver jusque-là. Cette sonde, pour atteindre l'étoile la plus proche, il lui faudrait 80 000 ans. Je parle de l'étoile la plus proche, hein, donc on n'est pas rendu. Donc ça paraît inatteignable. Cela dit, des ingénieurs imaginent ce genre de concept. Donc là, des mini-sondes avec des voiles solaires, mais pour être propulsés par des pulseurs laser. Donc avec ça, on pourrait les envoyer à 20% de la vitesse de la lumière et ils mettraient 20 ans à atteindre l'étoile la plus proche. Bon, ça aujourd'hui, ça paraît être de la science-fiction, mais qui sait, peut-être, vers la fin de ce siècle, ça va se concrétiser, soyons optimistes. Bon. Après avoir exploré où trouver de la vie tout court, on va se poser la question de la recherche d'une vie intelligente extraterrestre. Alors, voilà, j'ai pas le texte, bon, c'est pas grave. Donc la vie intelligente, ça fait depuis 60 ans que l'on cherche, et ce qu'on utilise, ce qu'on espère trouver pour les détecter, ce sont des ondes radio. Les ondes radio, nous en tant que civilisation, on en émet beaucoup, et voilà. Donc la Terre qui émet les ondes radio, alors la plupart sont involontaires, hein, télévision, portable, radio, elles sont émises partout dans l'espace, et donc si nous, civilisation technologique, on fait ça, on part du principe que d'autres civilisations font la même chose. Et donc voilà ce qu'on déploie, d'immenses antennes pour essayer de les détecter. Donc là, vous en avez un qui est iconique,
le Very Large Array, qui se trouve aux États-Unis. Iconique parce qu'on peut par exemple le voir dans certains films, en particulier le film Contact. Bon, après, en Europe, on n'a pas à rougir. On a un qui a un peu de gueule, donc le Nomea. Il est unique en Europe, alors lui il se trouve en France, au nord de Gap. Ah, et d'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, cet été, j'ai eu la chance de m'y rendre. Et là, pareil, j'ai essayé de brancher mon casque pour essayer d'écouter. Bon, j'ai rien entendu, évidemment. Là, je me la suis joué comme l'affiche du film que vous avez vu avant. Hein. Bon, après, c'est pas vraiment un site touristique, hein. Ça se fait en randonnée. Ça se trouve à 2500 mètres et il y a bien 1000 mètres de dénivelé en randonnée, donc c'est compliqué d'aller là-haut. Hein. Pas donné à tous les randonneurs. Alors, Arecibo, iconique aussi. Alors lui, il a cassé sa pipe il y a un an, hein, en décembre 2021. Donc il n'est plus parmi nous. Dommage parce qu'il était immense, hein, 300 mètres de diamètre, mais maintenant il a un remplaçant chinois, Fast, 500 mètres de diamètre. Donc ça, c'est la plus grosse oreille du monde. Alors, après avoir vu tout ça, la question qui se pose, c'est... Résultat... Rien. On a tendu l'oreille et on n'a rien trouvé. Alors, il y a eu plein de fausses alertes. Des bip, 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 bip très répétés. Et en fait, ces bip, bip, c'est ça, les pulsars. Des étoiles mortes qui émettent un fort champ radio, un champ magnétique. Et en tournant sur elles-mêmes, le faisceau il passe devant la Terre, ça fait bip, bip, bip. On entend ça depuis la Terre. Donc pendant longtemps, on a cru que c'est... la première fois qu'on a entendu ça, on a vraiment cru trouver quelque chose, mais en fait, non. C'est des émissions radio naturelles. Il faut savoir que toutes les antennes que je viens de vous montrer, 99% de leur boulot, c'est étudier les ondes radio des étoiles et des autres objets. Hein. La recherche de vie extraterrestre, c'est une petite part de leur travail. Hein. On n'a pas construit ces grandes antennes uniquement pour ça. Alors cela dit, je vais vous parler de ça. Le signal WOW, détecté, il est passé en 77. Donc là, c'est très particulier parce que le radiotélescope qui a enregistré ce signal, c'est un signal qui était émis sur des bandes radio étroites. Et à notre connaissance, dans l'univers, le seul truc capable d'émettre des ondes radio sur bandes étroites, eh bien, ça serait des civilisations, quoi, parce qu'un objet naturel n'en serait pas capable, et normalement, une bande étroite, c'est émis par un objet artificiel. Donc ça, selon toute vraisemblance, parce que c'est sur bande étroite, ça devrait être artificiel. Seulement, quand le message est passé, il n'y avait pas d'ingénieur sur place. Il est arrivé un jour et demi plus tard, il a regardé la bande d'enregistrement sur papier, et lorsqu'il a vu ses coordonnées, alors, contrairement à nous, il devait comprendre à quoi ça correspond, il s'est dit « Waouh !» Il a entouré en rouge, il a écrit ça. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, ce signal. Alors le problème, c'est que vous avez le passage du signal qui a été enregistré, mais le contenu du signal, lui, n'a pas été enregistré. En fait, pour faire une métaphore, c'est comme si le postier passait chez vous livrer le colis, mais vu que vous n'êtes pas là, il a juste laissé l'avis de passage, du coup, vous n'avez pas le colis. Donc là, en gros, on sait qu'il y a quelque chose qui est passé, on sait que c'est sur bande étroite, donc peut-être artificiel, mais vu qu'on n'a pas enregistré le contenu, on ne peut pas savoir ce qu'il y avait dedans, et on ne peut pas savoir si c'est vraiment, enfin si c'était un message avec un code, une vidéo, un bonjour, un concours, ou alors si c'était un phénomène naturel qu'on ne connaît pas encore. Voilà. Ça reste qu'on a trouvé mieux, et on a bien du mal à savoir, et peut-être qu'on ne le saura jamais, si c'était quelque chose émis par une civilisation intelligente. Ça venait du Sagittaire, on a repointé les antennes là-bas, on n'a jamais redétecté le signal. Et il a duré 1 minute 30. Bon. On ne cherche pas qu'à tendre l'oreille, hein. On essaie nous aussi d'ouvrir, de se faire écouter, de se faire entendre. On a envoyé des messages, donc là c'est un message codé qui a été envoyé vers l'amas globulaire d'Hercule. Donc il lui faudra 18 000 ans pour atteindre l'amas globulaire d'Hercule, puisqu'il se trouve à 18 000 années-lumière, et donc il faudra aussi faire chemin retour, une fois qu'on aura la réponse au bout de 36 000 ans. Je pense que d'ici là on sera passé à autre chose. Donc on envoie des messages. Bon, en fait, si on envoie si loin, c'est pour des précautions, hein, parce que s'ils sont belliqueux, au moins ils mettront du temps à venir. Bon, on a aussi, alors ça, ce sont les sons Pioneer et Voyager. Donc on a mis une plaque. Ça, si les extraterrestres tombent dessus, ils sont censés comprendre à qui ils ont affaire. Donc là, un couple d'humains. Là, la position de la Terre par rapport à des pulsars. Donc ils sont censés trouver facilement, puisqu'ils sont censés eux aussi connaître ces pulsars. Notre position dans le système solaire, ils sont censés reconnaître le système solaire.
Bon, là, il y a encore Pluton, alors qu'elle n'y est plus. Bon, après, on ne sait pas comment eux, ils classent les planètes. Enfin, vous voyez déjà le problème que ça pose, ce genre de machin. Ils sont censés le comprendre. On a soumis ça à des scientifiques terriens, il y en a la moitié qui n'ont pas pigé. Là, vous avez un disque vinyle. Alors, c'est un disque d'or. Alors, il ne contient pas de la musique, hein. Enfin, si. Il y a un peu de musique, mais il y a aussi des images de la Terre. Bonjour dans toutes les langues. Et là, il y a le mode d'emploi pour lire le vinyle. Ils sont aussi censés le piger. Pouvoir lire ce qu'il y a dedans. Bon, après, bien sûr, quand vous regardez ça, vous comprenez que ça a été fait dans les années 70. C'est censé être un couple d'humains, mais en fait, c'est un couple d'Américains. Puis vous voyez, là, c'est le monsieur qui lève la main, qui s'adresse à l'extraterrestre. Là, madame, elle est sur le côté, bon, on ne le regarde pas. Là aussi, c'est les années 70. Puis bon, les extraterrestres qui voient ça, s'ils viennent sur Terre et qu'ils ont le mode d'emploi sous la main, essayer de reconnaître les humains, bon, s'ils arrivent au mois de juillet au Cap d'Agde, là, ils feront mouche. Bon, par contre, ils vont en Mongolie en plein hiver, là, ils se disent, ouais, ça ressemble pas trop. Bon. Bon. La débilité qu'il y a derrière ça, c'est qu'en fait, il y a les politiciens qui ont mis leur nez. Voilà ce qui explique. Les scientifiques, ils n'étaient pas pour. Alors, donc ça, la question qui se pose, c'est... Alors, attendez, oui, d'accord. Là, on va rentrer dans le paradoxe, le fameux paradoxe de Fermi. Donc, premier principe, alors déjà, on n'a rien détecté, ça vous l'avez compris, et ça pose une grosse question, parce que quand même, si on réfléchit, notre galaxie, elle contiendrait maximum 400 milliards d'étoiles, ce qui n'est pas une paille déjà, et dans l'univers des galaxies comme la nôtre, on pense qu'il y en aurait au minimum, je dis bien minimum, 1000 milliards. C'est des chiffres qui donnent mal à la tête. Alors normalement, avec de tels chiffres, le fait qu'il y ait d'autres civilisations dans l'univers paraît totalement logique. Ça paraîtrait complètement irrecevable qu'il n'y ait pas d'autres civilisations qui en ce moment sont en train de faire la même chose que nous, tellement que cet univers est immense. Et donc si normalement il y a d'autres civilisations, eh bien on devrait avoir capté leur message radio. Or, ça n'est pas le cas. Logiquement il devrait y en avoir, mais on ne les entend pas. Et c'est ça le paradoxe de Fermi. Alors Enrico Fermi, astronome italo-américain, alors son paradoxe, on peut le résumer ainsi: si d'autres civilisations existent, et ont existé, alors on aurait déjà trouvé les traces de leur existence. Or, ce n'est pas le cas. Alors on peut essayer de résoudre le problème autrement, en essayant de calculer par exemple combien de civilisations intelligentes dans notre Voie lactée. Alors il y en a un qui s'est posé la question et qui a essayé d'y répondre, c'est Frank Drake, astronome américain. Donc il a essayé de mettre au point son équation dans les années 60. Alors ça ressemble à peu près à ça. Alors nous aussi, on va s'amuser à faire le calcul. Alors on ne va pas utiliser cette version, on va utiliser une version Orion, histoire que ce soit simple pour tout le monde. Voilà nos variables. C'est plus clair que des chiffres. Enfin, pour moi, c'est le cas. Donc là, ce qu'on cherche, c'est ce qui est écrit en haut, c'est nombre de civilisations intelligentes dans la Voie lactée. On va le noter NVL. Alors le premier chiffre qui nous intéresse, c'est le nombre d'étoiles dans la Voie lactée. 400 milliards maximum, on va retenir le chiffre le plus optimiste. Soyons optimistes ce soir. Alors ensuite, ce qu'on veut savoir, c'est le nombre de planètes dans la Voie lactée. On pense que dans la Voie lactée, il y a 1,2 planètes pour une étoile. Ensuite, ce qu'on veut savoir, c'est, sur ces planètes, combien tournent autour d'une étoile qui est accueillante. Oui, toutes les étoiles ne sont pas accueillantes. On va voir ça. Alors les étoiles, grossièrement, il y en a 4 types. Le Soleil, lui, fait partie des naines jaunes. Là, vous avez les naines rouges, les étoiles blanches, les géantes bleues. Alors, ce qui les différencie, c'est la taille, la température, plus elles vont vers le bleu, plus elles sont chaudes, et la durée de vie surtout. Les naines rouges vivent plus de 100 milliards d'années minimum. Les naines jaunes, comme le Soleil, 10 milliards. Les étoiles blanches, 2 milliards. Les géantes bleues, autour de 100 millions d'années, et même souvent moins. Alors les naines rouges, on pense ne pas trouver de planète habitable autour, car elles sont soumises à de fortes éruptions, émettrices de beaucoup de rayons X, d'UV, donc on a du mal à imaginer qu'il y ait de la vie à la surface des planètes qui tournent autour. Je dis bien à la surface, en souterrain c'est possible, mais bon, quand on parle de civilisations intelligentes comme nous, on les imagine en surface
Donc à la surface de planètes autour d'étoiles comme celle-ci, ça paraît impossible. Les géants bleus, ça ne le fait pas non plus parce que leur durée de vie est trop courte. Moins de 100 millions d'années, c'est pas assez long. On pense qu'il faut au moins 1 milliard d'années pour qu'une vie complexe apparaisse sur une planète. Donc du coup, on va retenir les étoiles blanches, les naines jaunes et les naines oranges qui sont un intermédiaire entre les naines jaunes et les naines rouges. Et ces étoiles, dans la galaxie, elles représentent environ 10% des étoiles, donc ça nous fait une variable de 1 sur 10. Alors maintenant, on veut savoir combien de ces planètes remplissent les conditions d'habitabilité. Donc à savoir de l'eau liquide et des matières carbonées. Alors là, au niveau exemple, on n'en a qu'un seul, c'est le système solaire. Voilà, regardons quand même. Sur 8 planètes, eh bien, combien sont habitables? Eh bien, on sait qu'il y a la Terre, évidemment, il y a Mars, et autour de Jupiter et Saturne, il y a Europe et Encelade. On sait que les conditions y sont réunies pour qu'il y ait de la vie. Donc sur 8 planètes, ça en fait 4, c'est beaucoup, et donc on a une variable de 1 sur 2. Un chiffre plutôt optimiste. Alors maintenant, on veut savoir sur ces planètes combien ont de la vie. Alors là, pareil, on n'a qu'un exemple, le système solaire. Alors sur la Terre, on sait qu'il y a de la vie. Sur les autres, alors c'est pas qu'il n'y en a pas, mais vu qu'on n'en sait rien, on va partir du principe que c'est non, histoire d'être prudent. Donc ça nous fait un chiffre de 1 sur 4, puisque dans le système solaire, c'est 1 sur 4 planètes habitables, on sait qu'il y en a une qui est habitée. Je ne sais pas si c'est bien formulé. Alors ensuite, on veut savoir sur ces planètes qui ont de la vie, combien ont une vie animale et végétale. Alors là, niveau exemple, on n'en a qu'un, c'est la Terre. L'histoire de la vie sur Terre. Bon, on va faire avec. Hein. Donc, la vie animale, elle est apparue ici, il y a 542 millions d'années. La vie tout court, il y a 4 milliards d'années. La vie animale et végétale, elle devrait se poursuivre encore 1 milliard d'années, et pas au-delà. Alors vous devez vous demander pourquoi, c'est à cause du Soleil. Le Soleil, la chaleur qu'il émet augmente de 10% tous les 1 milliard d'années, et dans 1 milliard d'années, ce sera le 10% de trop. Ça va réchauffer la Terre à un point qu'elle ne pourra pas le supporter. Enfin, ne pas le supporter. En tout cas, pour la vie animale et végétale, la vie sous forme de microbes, elle, va continuer à prospérer jusqu'à la fin de vie de la Terre. Donc encore 5 milliards. Donc là, si on fait le ratio, 1,5 milliard de vie animale et végétale comparé à 9 milliards de vie tout court, ça nous fait une variable de 1 sur 6. Et maintenant, enfin, ce qui nous intéresse, la vie intelligente, alors là, on n'a que le doigt mouillé pour faire une estimation. Alors on sait depuis combien de temps on est là, on ne sait pas dans combien de temps on sera encore là dans le futur. Alors du coup, on va utiliser ce qui a été retenu par Drake, une durée de vie de 10 000 ans. Alors 10 000 ans, à partir du moment où on a commencé à émettre des ondes radio. On a commencé il y a 100 ans, donc ça voudrait dire que selon lui, il nous reste 10 000 ans à vivre. Bon, la vérité, c'est qu'on n'en sait rien du tout. Mais bon, utilisons quand même ce chiffre. Donc, si on compare à la vie animale, donc 0,00001 milliard d'années comparé à 1,5 milliard, ça nous fait une variable de 1 sur 150 000. Bon, moi je vais arrondir à 200 000, ça va simplifier les calculs et le rendre un peu moins optimiste. Donc maintenant on a tout et on peut calculer le résultat. Alors, dans la galaxie, notre Voie lactée, il y aurait 24 milliards de planètes habitables, 6 milliards où il y a de la vie, 900 millions où il y aurait une vie animale et végétale, et concernant la vie intelligente et technologique, on en aurait 5000. Et ça, c'est pour notre galaxie. Parce que si on rapporte à notre univers, ça ferait en tout, univers qui compte au moins 1000 milliards de galaxies, ça nous ferait 5 millions de milliards de civilisations intelligentes. Je vous rappelle qu'on est censé, nous, être 8 milliards d'individus sur Terre. Donc là, le chiffre, il est juste extraordinaire. Mais bon.
ça, on n'entend rien. Ceci dit, revenons à notre galaxie. S'il y a 5000 civilisations intelligentes, et s'il y a 900 millions de planètes où il y a de la vie animale et végétale, eh bien dans ce cas, l'étoile ayant une planète où il y a une vie animale et végétale se trouverait à seulement 6 années-lumière, ce serait une proche voisine. La planète ayant une vie intelligente, elle se trouverait par contre bien plus loin, elle se trouverait à 840 années-lumière. On obtient ce résultat si on répartit au hasard et de manière équilibrée les civilisations dans la Voie lactée. Après, avec un peu de hasard, elles pourraient se trouver beaucoup plus près. Enfin, je dis de hasard, de chance surtout. Après, rapporté à notre galaxie, ça fait un cercle de recherche de cette taille. Alors, vu de loin, ça paraît petit, mais ça fait quand même une zone de recherche de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions d'étoiles. Donc, il faut fouiller. Mais bon, normalement, avec une telle proximité et autant de civilisations, on a envie de se dire, avec autant de monde, on aurait normalement détecté un message radio ou quelque chose comme ça. Or, rien. Alors la première question qu'on peut se poser, on est parti du principe que les civilisations émettent des ondes radio, donc on cherche à les détecter avec des antennes, mais il se pourrait qu'on se gourre, et qu'en fait, ça ne soit pas la bonne méthode. Parce que rappelez-vous, la Terre elle émet ses ondes radio, mais imaginons qu'on prenne un radiotélescope et qu'on l'emmène le plus loin possible, et bien dans le meilleur des cas, on pourrait détecter nos émissions radio à 100 années-lumière. C'est-à-dire que nos radiotélescopes ne seraient pas capables de les détecter plus loin. Alors vous avez vu tout à l'heure, la civilisation la plus proche se trouverait, elle, à 840 années-lumière. Donc, nos oreilles ne seraient pas assez grandes pour les entendre. Ceci dit, cette explication n'est pas satisfaisante parce que, rappelez-vous, nos civilisations sont censées durer 10 000 ans, nous on est encore jeunes, et donc une civilisation beaucoup plus vieille aurait certainement les moyens d'émettre des ondes radio bien plus puissantes en notre direction. Et nous, au fil des siècles, on finirait par avoir les moyens d'avoir de meilleures oreilles, et donc on finirait par arriver à un moment où on serait tout simplement capable de se détecter les uns les autres. Donc finalement, ce n'est pas ce problème-là qui est en cause. Alors là, on va parler de l'échelle de Kardashev, donc astronome soviétique. Alors là, on va parler des différents stades d'évolution de civilisation. On va prendre l'échelle qui va de 1 à 3. Donc une civilisation de type 1, c'est une civilisation qui exploiterait toute l'énergie de sa planète et qui serait capable de voyager d'une étoile à une autre, et donc d'exoplanète à exoplanète. Et ça serait un stade qu'une civilisation pourrait atteindre au bout de 400 ans, concernant la nôtre. Nous, il nous faudrait 400 ans pour atteindre ce stade de type 1. Donc ça veut dire qu'on n'est même pas encore aujourd'hui une civilisation de type 1. Il a imaginé aussi une civilisation de type 2, alors là c'est une civilisation qui exploite toute l'énergie de son étoile, capable de voyager à travers sa galaxie, et un stade d'évolution qui s'atteint au bout d'1 million d'années. Donc on en est encore loin. Puis les civilisations de type 3 qui exploiteraient toute l'énergie de leur galaxie, capables de voyager entre les galaxies, et stade qui s'atteint au bout d'1 milliard d'années. Alors si on part du principe que cette hypothèse est juste concernant l'évolution des civilisations, l'univers étant vieux de 13 milliards d'années, il devrait y avoir dans notre galaxie des civilisations qui ont atteint le type 2, voire le type 3. Des civilisations tellement avancées que leur activité rend leur présence détectable, comme l'exploitation d'une étoile ou d'une galaxie. Or, on ne voit rien de tout ça. Si on voit rien de tout ça, alors peut-être qu'on s'est gouré dans l'équation. Alors, on était parti du principe qu'une civilisation dure 10 000 ans. Alors 10 000 ans, peut-être que c'est trop. Alors on va faire une hypothèse vraiment très pessimiste. On va dire qu'une civilisation ne vit que 200 ans. Pourquoi ? Parce qu'on a commencé à émettre des ondes radio il y a 100 ans et qu'on va considérer que d'ici 100 ans on aura disparu à cause de nos excès. C'est très pessimiste. Si on applique ça à toutes les civilisations, ça fait une variable de 1 sur 8 millions et du coup, on aurait dans la Voie lactée 125 civilisations. Donc rapporté à notre galaxie, ça fait une zone de recherche grande comme celle-ci.
de 5000 années-lumière. Et donc là, les distances sont trop lointaines pour se détecter avec des radiotélescopes, et 200 ans de vie, ça laisse pas le temps de développer de meilleurs outils de détection. Bon après, je pense que vous êtes comme moi, ce scénario je l'aime pas, déjà parce que une civilisation peut ne vivre que 200 ans, mais pas 125, il y en a forcément qui vivent beaucoup plus longtemps, et qui peuvent atteindre des stades d'évolution bien plus avancés. Donc je vous dirais que le problème n'est pas là. Alors, la vie animale, est-ce que c'est là le problème? Est-ce que finalement c'est quelque chose qui apparaît facilement ou pas? Alors je vous dirais que oui, parce que sur Terre, on sait après quoi la vie animale et végétale est apparue. Il y a eu des bouleversements climatiques et géologiques qui ont entraîné son apparition, et ces bouleversements dont je vous parle, ils se produisent certainement ailleurs, sur d'autres planètes, autour d'autres étoiles. Donc le problème n'est pas ici. En fait, le vrai problème, il est plutôt là. Est-ce que la vie est quelque chose qui apparaît facilement ou pas? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment on passe de ça à ça. Et si on ne sait pas, eh bien on ne sait pas si c'est l'apparition de la vie est quelque chose de banal ou de miraculeux. Alors on va partir du principe que c'est quelque chose de banal et qu'à chaque fois que les conditions sont réunies, la vie apparaît. Donc ça veut dire que si elle apparaît à chaque fois qu'on a les conditions, notre variable ne serait pas de 1 sur 4, mais tout simplement de 1. Et du coup, on n'aurait pas 5000 civilisations dans notre galaxie, mais 20 000. Et du coup, la civilisation la plus proche se trouverait à seulement 440 années-lumière de chez nous. Et donc, avec autant de civilisations et autant de proximité, normalement, on aurait détecté leur présence. Or, si on n'a rien détecté, eh bien, il se pourrait que, au lieu que la vie soit quelque chose qui apparaît facilement, elle soit quelque chose qui apparaît difficilement, voire que ce soit quelque chose de miraculeux. Et donc, il se pourrait peut-être bien que la Terre soit le seul endroit dans l'univers où il y ait de la vie. Ou pas. Car si la vie est apparue à un seul endroit, c'est pas forcément sur Terre. En fait, elle a pu venir d'ailleurs. Par exemple, quand un astéroïde percute une planète, sous l'effet de l'explosion, vous avez des morceaux qui partent dans l'espace. Ces morceaux, ils peuvent trimballer avec eux des bactéries. Bactéries, on a fait des tests, on a mis des bactéries dans le vide spatial. On sait qu'elles peuvent se mettre en hibernation pendant des millions d'années, et donc ça laisse le temps à l'astéroïde de voyager vers une autre planète, de la percuter, et de lui transmettre la vie. Ça s'appelle la panspermie, la vie qui voyage de planète en planète. Donc si la vie est apparue à un seul endroit, mais il y a des milliards d'années, eh bien, elle aurait eu le temps de se répandre dans toute la galaxie, voire l'univers. Or, si c'est vraiment le cas, on devrait avoir nos fameuses civilisations et les traces qui vont avec. Or, on ne les a pas. Et donc si on les a pas, bah, il pourrait très bien se pouvoir qu'on soit vraiment seul. Cela dit, on aura dans le futur proche peut-être les moyens de répondre à cette question, en cherchant sur nos proches voisines. Je vais vous expliquer comment. Donc, par exemple, premier cas, imaginons qu'on trouve sur Mars, Europe et Encelade, des traces de vie qui ont une origine différente de la nôtre. Donc ça veut dire que ça ne vient pas de la Terre. Et bien, ça signifie que la vie apparaît systématiquement lorsque les conditions sont remplies. Et donc, si la vie apparaît partout, il y a certainement des civilisations intelligentes ailleurs. Après, deuxième cas, on trouve sur ces planètes des formes de vie ayant la même origine que nous. Bon là c'est un peu moins bon, mais on peut garder l'espoir que cette forme de vie ait eu le temps de se répandre dans l'univers. On sait que la Terre est là, que la vie sur Terre est là depuis 4 milliards d'années, donc si elle se répand de cette manière, elle a certainement eu le temps de se répandre dans la galaxie, du moins espérons-le. Alors par contre, si la recherche de vie sur ces planètes n'aboutit à rien, si on ne trouve rien, malgré qu'on ait bon gratté, cherché, fouillé, s'il n'y a rien, eh bien, là ça sentira pas bon. On va peut-être dire qu'on est bien seul dans l'univers.
Donc ça veut dire que la Terre serait unique et précieuse, et aussi fragile. Donc il faut faire attention. Alors jusqu'ici, là on a fait le constat, bon, on n'entend rien, alors il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien? C'est ce qu'on a expliqué, mais faisons les choses à l'envers. Partons du principe qu'il y a quand même des civilisations, et essayons de comprendre pourquoi on n'arrive pas à les entendre. Pourquoi ces civilisations qui sont là, on n'arrive pas à les détecter. Alors on peut faire 4 hypothèses. La première, eh bien, ça serait tout simplement qu'on n'utilise pas le bon outil pour les détecter. Rappelez-vous, on essaie de détecter des ondes radio. Alors si ça se prouve, eux, les extraterrestres, ils utilisent autre chose que la radio pour communiquer. Et donc ça expliquerait pourquoi on ne les détecte pas. On n'utilise pas le bon réseau social. Deuxième explication, alors il se pourrait que les extraterrestres, c'est une hypothèse un peu farfelue, mais il se pourrait qu'ils nous aient détectés, mais pour ne pas nous effrayer, ils évitent de se montrer. Comme par exemple en évitant d'émettre des ondes radio en notre direction. Cette théorie s'appelle la théorie du zoo cosmique, et cette théorie autorise l'idée que les extraterrestres puissent être présents parmi nous et cachés par les services secrets. Bon, c'est pour ça que je dis que c'est la plus farfelue. Mais bon. Alors l'autre théorie, la troisième, moins gaie, c'est celle du mur technologique. Il se pourrait tout simplement que dans l'univers, il y ait des limites physiques et technologiques qui soient impossibles à franchir, comme par exemple voyager au-delà de la vitesse de la lumière. Après tout, c'est peut-être impossible. Ou encore impossible d'exploiter toute l'énergie de sa planète, de son étoile, de sa galaxie. Or, c'est ce qui rendrait possible la détection d'autres civilisations. Mais si ça c'est impossible, alors ça explique pourquoi on ne voit rien. On ne trouve rien. Dernière explication, un peu farfelue aussi, eh bien il se pourrait que les extraterrestres n'aient tout simplement pas envie de nous parler. Il faut savoir qu'on a commencé à émettre des ondes radio dans l'espace involontairement il y a 100 ans, et lorsque les extraterrestres vont recevoir nos plus vieux messages radio, ils pourront, s'ils arrivent à les décoder, ils pourront décoder ça. Oui. Les premières émissions de télévision, ça ressemblait à ça, et donc c'est pas sûr que ça leur donne envie de nous parler. Mais bon, tout ça c'est 4 hypothèses. Chacun... Faut prendre Charlie. Voilà, chacun prendra ce qui l'arrange le mieux. Vous pouvez trouver d'autres explications. Bon alors, est-ce qu'on est seul dans l'univers ou pas? On va faire la conclusion plus tard. D'abord, pour changer un peu les idées, essayons de voir ensemble à quoi pourraient ressembler les extraterrestres. Alors les extraterrestres, personne n'en a jamais vu, en tout cas, parole de scientifique, hein. On n'a jamais vu l'extraterrestre. Et du coup, les propositions d'anatomie nous viennent surtout de la littérature et de la science-fiction. Ou des personnalités médiatiques. Bon. Alors bon, je précise que là-dedans, sur tous les personnages que vous avez là, il n'y en a que 2 qui sont réels. Et ils ne sont pas extraterrestres non plus, donc ça nous avance à rien. Oui, pas que. Bon, ils n'ont pas résisté au coronavirus. Bon. Alors, il faut savoir, là on va dévier un peu sur les sciences de l'évolution. Alors, niveau anatomie, un extraterrestre, un animal, grossièrement, n'est pas façonné de manière si hasardeuse qu'on peut l'imaginer. L'évolution, il y a des règles, et elles font qu'un animal est normalement censé être adapté à son environnement. On va prendre un exemple. Un exemple terrien, donc les animaux qui volent. Donc sur Terre, vous avez 4 espèces, 4 groupes d'animaux volants. Par ordre d'apparition, on a d'abord eu les insectes, les ptérosaures aujourd'hui disparus, les oiseaux et les chauves-souris. Alors ce qui est important de dire, c'est que sur ces 4 groupes, aucun n'a un ancêtre commun qui savait voler. Ça veut dire que chaque groupe a appris le vol séparément, chacun de leur côté. Et bien malgré cette évolution séparée, ils ont tous les 4 adopté la même chose pour voler, l'aile. Et s'ils ont tous les 4 adopté l'aile, c'est pas un hasard, c'est parce qu'une aile, c'est ce qu'il y a de mieux pour pouvoir se hisser dans les airs. Ramer dans les airs comme ça, pour se soulever. C'est pas non plus un hasard que nous, humains, on a adopté la même chose. Bon, contrairement à eux, on s'est pas cassé la tête dans notre coin, on a copié directement sur les oiseaux. Donc tout ça pour vous dire que, selon l'environnement dans lequel un animal se trouve,
il va forcément plus ou moins adopter un certain type de morphologie. Alors, il peut y avoir des différences plus ou moins subtiles, mais on voit que là, le principe est le même. Donc ça veut dire qu'au niveau anatomie, on ne fait pas n'importe quoi. Alors, pour s'amuser un peu, on va s'amuser à fabriquer un extraterrestre de toutes pièces, un animal. Alors on va l'imaginer dans des conditions similaires à la Terre, hein, même conditions de gravité et d'atmosphère, hein, histoire de simplifier la chose. Alors d'abord, il lui faut une enveloppe pour le protéger des écarts de température, des agressions extérieures. Alors, pour qu'il puisse vivre, il faut qu'il se nourrisse. Alors on va d'abord lui mettre une bouche. Alors une bouche, on peut la mettre au bout d'un coup, pour attraper plus facilement sa nourriture. Alors notre animal, il est terrestre. Pour qu'il puisse se déplacer, il faut lui mettre un mode de locomotion. Par rapport à ce qu'on peut voir sur Terre, le plus efficace, ce sont des pattes. On va lui en mettre 2, c'est le minimum syndical. Alors, oui, là, pour pas qu'il tombe en avant, on va l'équilibrer et on va lui mettre une queue derrière. Voilà, là, il est bien équilibré. Alors, pour trouver sa nourriture, il lui faut des sens. Alors lui, on va lui mettre la vue, l'odorat et l'ouïe. On ne va pas les placer au hasard. On va les mettre près de la bouche. Et ça a une utilité, c'est qu'en les mettant près de la bouche, l'animal peut vérifier avec son regard, son odorat, ses oreilles, sa nourriture avant de l'avaler. Donc ça vous explique que si tout ça s'est placé ici, près de la bouche, c'est pas un hasard. C'est un intérêt pratique. Alors après la nourriture, une fois attrapée, il faut la digérer, la transformer en nutriments, donc on met un système digestif. Alors on va le mettre le plus au centre possible de l'animal, parce que quand il se déplace, c'est là où ça bouge le moins, donc ça évite que la nourriture soit balancée dans tous les sens et qu'elle finisse par remonter toute seule. Donc c'est le meilleur endroit où le placer. Et une fois la nourriture digérée, il faut l'évacuer. Alors pour un animal terrestre, histoire d'économiser les efforts, on utilise le sens de la gravité. Donc on évacue par le bas. Alors après, les nutriments, une fois extraits, il faut les distribuer dans le corps. Donc il faut un système de transport, un réseau. Donc un réseau sanguin, pourquoi pas. Après, il faut que ça circule. Pour que ça circule, il faut au minimum une pompe. Je dis bien au minimum, hein, il peut y avoir des animaux qui en ont plusieurs. Donc là, un cœur pour distribuer le sang. Et voilà. Si notre animal a besoin d'oxygène, on lui met des poumons. Alors là aussi, ce qui est intéressant, c'est où est-ce qu'on met l'entrée. Et bien là aussi, tout ne relève pas du hasard. Le meilleur endroit où mettre l'entrée, c'est au niveau des narines, pour 2 raisons. Déjà, le passage de l'air permet de renouveler l'air dans le nez et donc de sentir d'autres odeurs. Et inversement, ça permet à l'animal de vérifier l'air qu'il respire et ainsi s'assurer qu'il ne soit pas toxique. Donc double emploi. Alors pour piloter tout ça, il faut un système nerveux, hein, faire fonctionner tout ça. Le meilleur endroit où le placer, une fois de plus, il n'y a pas de hasard, il faut le mettre à proximité des sens. Œil, oreille, odorat. Parce que ces sens envoient énormément d'informations et donc pour les traiter facilement, il faut mettre le cerveau au plus près de ces sens. Ça facilite tout. Voilà pourquoi le cerveau est dans la tête. Voilà pourquoi on appelle ça une tête, parce qu'il est tout le temps. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter? Les organes reproducteurs pour que l'animal puisse se dupliquer. Et donc là, au final, vous avez un animal complet, parfaitement adapté à son environnement. Alors, on va être prudent. Est-ce que ça veut dire que dans cet environnement, un animal ressemblerait parfaitement à ça? Pas forcément, mais là l'idée est de dire que si cet animal ressemble à ce qu'il ressemble, ça n'est pas le fruit du hasard, ça répond à des soucis pratiques. Une architecture qui est cohérente, et qui permet à l'animal d'être parfaitement adapté et de fonctionner très bien. Bon là c'est un animal, on n'a pas encore un animal intelligent. Si on veut avoir un extraterrestre intelligent, déjà on va doper son intelligence en lui mettant un gros cerveau. Mais le cerveau ça fait pas tout en fait, ça fait la moitié du boulot. L'autre moitié du boulot, chez une civilisation technologique, le boulot il est fait les mains. Les membres habiles, hein, les mains on les néglige, mais en fait par rapport à notre réussite technologique, on leur doit la moitié du travail. Donc on va l'équiper de membres habiles. Bon après ça pose un problème. Vu qu'il a cette posture, il ne peut pas porter de lourdes charges.
La queue qui sert à l'équilibre ne peut pas faire contrepoids. Donc si on veut qu'il puisse porter de lourdes charges avec ses bras, eh ben, il faut le redresser. Voilà. Là, il peut porter de lourdes charges. C'est aussi plus pratique pour s'asseoir sur une chaise, je vous dirais. Enfin, faudrait-il qu'il ait envie de l'inventer. Bon, dans cette configuration, la queue n'est plus nécessaire, donc on peut l'enlever. Et donc, voilà. Là, au final, vous avez un animal qui est adapté pour fonder une civilisation intelligente. Alors, une fois de plus, ça ne veut pas dire que tous les êtres intelligents ressembleraient forcément à ça, mais ça montre que si nous, ou lui, ressemble à ça, c'est pas le hasard, quoi. Il y a vraiment il y a une logique évolutive, un intérêt pratique. Bon, maintenant qu'on a vu les principes, on va faire de la nuance en se lançant dans notre quiz. Et là, vous allez participer. Alors, on va voir, bon, il y a la première espèce, ce sera pour du flan, hein, c'est pour donner un exemple, et 5 autres pour se tester vraiment. Alors, l'exemple que je vais donner pour du flan, alors c'est pas un film très connu, c'est Extraterrestre Paul. Alors, si je veux commencer par lui, c'est parce que c'est vraiment le stéréotype de l'extraterrestre. Hein. On a pu voir dans beaucoup trop de films de science-fiction. Alors, lui, en fait, c'est facile de répondre. Savoir s'il est crédible ou pas, bah en fait, il ressemble beaucoup à un animal qu'on connaît déjà. À savoir, 2 jambes, 2 bras, des pieds, une grosse tête, des yeux. Ça ressemble à nous, donc oui, c'est crédible. Donc en fait, tout ce qui ressemble de près ou de très très près à des humains, forcément c'est trop facile, ils sont crédibles puisqu'ils ressemblent à une espèce qui existe déjà. Donc on va s'intéresser à des espèces vraiment exotiques, vraiment différentes de nous sur le plan anatomique, histoire de rendre le jeu vraiment marrant. Alors on va commencer avec Star Wars. On commence pas par un niveau facile. Hein. Donc Jabba le Hutt, à votre avis, est-il crédible? Allez, je vous laisse réfléchir. Aucune chance. Alors, qui répond oui? Levez la main. Qui répond non? Ah oui, c'est plus majoritaire là. Alors, qui veut expliquer, Nina? Moi, je dirais moyen parce qu'en soi, il a les yeux, la bouche, le nez sur le visage, mais pour se déplacer, porter des charges, c'est pas ouf. Ouais, t'as raison. Ouais. Alors, tu sais quoi, t'as bon. Alors, on va commencer déjà par l'animalité, l'animal lui-même. On va parler de son intelligence. Bon, ceux qui ont vu Star Wars, ils savent de quoi il en est. Hein. Il a des membres à lui aussi. Ouais. Alors, d'abord, je vous dirais que oui, parce que sur Terre, ça existe, ce type d'anatomie. Par contre, ce qui pose problème, c'est sa taille. Déplacer un corps mou aussi gros, ça demanderait beaucoup d'énergie. Donc, dans le film, on ne peut pas le voir se déplacer aussi rapidement que ce qu'il peut le faire. Donc, tu as raison, Nina, en fait, il est moyen. Dans le film, mais bon, si par exemple, il vit dans l'eau. Ah oui, c'est moins un problème. Mais justement, la question de l'eau, on va la voir un peu plus tard. Ça, c'est une autre problématique. Allez, on change d'univers. Men in Black. Donc là, les fameux mulots de Men in Black. Alors, est-ce qu'ils sont crédibles ou pas? Alors, si j'ai mis cette règle en centimètres, c'est pas un hasard, la taille, ça compte. Donc, à votre avis, crédible ou pas? Alors, je vais faire un premier sondage. C'est les centimètres? Oui, c'est des centimètres, pas des mètres. Alors, qui dit crédible? Ah, personne? Ah, si, il y en a quand même. Qui dit pas crédible? Enfin, moi, je dis moyen. Toi, tu dis moyen. Alors, sur ceux qui pensent que c'est crédible ou pas crédible, qui a envie de donner une explication? Nina. Il se tient debout déjà. Il a les organes, enfin les yeux, le nez, la bouche sur le visage. Par contre, il est petit, du coup, s'il y a une végétation qui est comme sur Terre, ça peut être compliqué, mais si la végétation est aussi petite, ça peut Alors, être important. Justement, si je mets la taille en évidence, c'est qu'en fait, le vrai problème, c'est ça. En fait, il ne l'est pas du tout. La taille, ça compte pour l'intelligence, parce qu'il faut pouvoir supporter quand même un cerveau un minimum gros. Donc là, 12 cm, c'est tout simplement beaucoup trop petit pour avoir un cerveau assez développé. Pour faire une civilisation intelligente. Alors, grossièrement, on considère que pour avoir une taille suffisante pour supporter un gros cerveau digne de ce nom, il faut faire minimum, on va dire environ 1 mètre. Ce serait la taille minimale. Après, taille maximale, ça va dépendre de la gravité, mais dans les conditions terrestres, la taille maximale, ça serait 3 mètres de haut. Au-delà, on est beaucoup trop gros pour fabriquer des bâtiments ou des engins capables de supporter notre poids. Donc, dans les conditions terrestres,
c'est pas plus de 3 mètres. Et de manière générale, c'est pas en dessous d'1 mètre. Allez, on reste... Enfin non, on va changer. Alors, Avatar, là on est dans l'actualité, ça tombe bien. Donc, normalement, ça devrait pas être compliqué, même s'il y a peut-être quelque chose, à mon avis, qui va vous poser problème. À votre avis, crédible ou pas crédible? Alors, qui a envie de dire crédible? Levez la main. Oui, ils sont plutôt convaincus. La couleur. Qui dit pas crédible? Personne. Bon. Alors, qui a envie d'expliquer pourquoi il le trouve crédible? Bon, alors, Bah, il ressemble beaucoup à l'homme, par contre, il est très grand. Et du coup, dans les conditions terrestres, je crois qu'ils font plus de 3 mètres dans le film. Alors, dans le film, ils font quasiment 3 mètres. Ils Voilà. sont pile dans Ça la limite peut- haute. Ça peut Heureusement pour poser eux. problème. Et puis la queue, en soi, elle n'est pas très utile, mais ça, c'est pas vraiment un problème. Mais bah, t'as raison, Nina. La queue, c'est vrai qu'elle sert à rien, mais en fait, c'est pas un problème. Parce qu'en fait, chez un animal, vous pouvez avoir des éléments anatomiques qui, à première vue, ne servent à rien, mais qui, en fait, sont quand même valorisés. Alors là, le pan, c'est un très bon exemple. Il a une queue énorme qui, sur le plan morphologique, est un handicap, hein, surtout face aux prédateurs. Mais pour la reproduction, c'est un atout, puisque ça lui permet de séduire. Quoi, donc. Si tu prends les marsupiaux, par exemple, la queue sert à quelque chose. Oui, à d'autres animaux, par contre, oui. Et là, en fait, on parle d'attributs qui visiblement servira à rien, mais qui en fait servent à l'esthétique. Ça peut marcher pour une queue, une crête ou une corne. L'intelligence du pan, elle n'est pas très développée non plus. Non. Non. C'est juste pour parler de détails anatomiques qui visiblement servent à rien, mais qui peuvent quand même trouver leur place parce que l'animal peut en faire un autre usage, quoi. Et donc ça montre que les espèces vivantes ne sont pas forcément utilitaristes dans leur anatomie. Elles peuvent être aussi un peu plus récréatives, on va dire. Alors là, on va passer sous l'eau, là. Donc les extraterrestres sous-marins, c'est important de dire qu'ils vivent sous l'eau, du film Abyss, donc on reste dans l'univers de James Cameron, pareil qu'Avatar. Donc à votre avis, crédible ou pas crédible? Ils vivent dans l'eau, hein. Ça doit être méduse. Mais ils font quelle taille? Ils font quelle taille? Environ 2 mètres de long. Ah, Ils sont beaux. Oui, ils sont beaux, ça c'est sûr, des longs. À votre avis, crédible ou pas crédible? Alors, qui dit crédible? Il y en a 2. Qui dit pas crédible? Allez, c'est crédible ça. enfin, après, ça dépend. C'est mitigé. On dirait des méduses. Alors, qui a envie de donner son explication là-dessus? Alors, Nina, as-tu envie de donner ton explication là-dessus? Ça dépend s'il y a de l'alimentation dans l'océan où ils habitent, déjà. L'alimentation, c'est-à-dire? Bah, s'il n'y a que eux, bah, s'ils sont pas cannibales, ils peuvent pas se nourrir. Et c'est quand même un critère important pour juger. Alors après, on part du principe qu'ils vivent dans un environnement riche Oui, et où ils ont tous les besoins vitaux. bah, en soi, se déplacer, c'est bien. Parce qu'on voit qu'il a des grandes membranes, du coup, il peut faire comme des Ils peuvent rames, nager, oui. comme des... Voilà. Après, bah, là aussi encore, il a des membres habiles. Bah. Il a des organes sur le visage. Oui, à ce niveau-là, il est plutôt bon et les membres habiles, ça peut servir à quelque chose sous l'eau, hein. On peut voir avec les crabes. Il Michel? s'est pas trop cassé la tête, hein. Il a copié sur des méduses, hein. C'est pas. Oui, sur des méduses lumineuses, oui. Ouais. Donc, Histoire que ça peut- paraisse quelque chose donc de ça peut familier. marcher. T'as qu'à reprendre une méduse et ça marche. En fait, je vais vous donner la réponse. Le vrai problème, c'est que dans l'eau, là vous avez l'image du vaisseau, dans l'eau, en fait, vous ne pouvez pas faire marcher l'électricité. Court-circuit dans l'eau. Enfin, disons que si vous êtes à l'âge de pierre dans l'eau et que vous essayez de faire du feu et de l'électricité, vous n'allez pas y arriver. Vous n'allez pas pouvoir franchir l'étape supérieure. Donc, dans l'eau, on ne peut pas faire de feu, pas Oui. faire d'électricité avec les courjus. Il y a des poissons qui font l'électricité. Oui, mais ils font de la transduction dans l'eau, quoi. La transmettre dans l'eau, mais faire marcher un circuit électrique dans l'eau, enfin disons qu'un extraterrestre qui vit dans l'eau, s'il va essayer de faire l'électricité et du feu, il va voir qu'il n'y arrivera pas. Vous ne pouvez pas faire du feu dans l'eau. Si vous commencez à maîtriser l'électricité dans l'eau, c'est pas possible. En fait, vous ne pouvez pas faire la première étape Voilà, c'est ça. technologique. Et après, sinon, une fois qu'on le maîtrise, on peut le faire, enfin, en mettant des trucs isolants, mais pour... Ouais. Leur problème, c'est ça. On peut faire marcher l'électricité dans l'eau en isolant. Le problème, c'est qu'il faut les imaginer au stade de l'âge de pierre. Quand ils essaient de maîtriser le feu ou l'électricité, ils ne peuvent pas franchir la première étape. Donc ils ne peuvent pas forcément imaginer la deuxième, consistant à isoler les câbles électriques, ou à trouver un autre moyen de faire du feu. Enfin, quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas d'électricité, si vous n'avez pas de feu, vous ne pouvez pas faire de technologie.
pas de technologie, pas de vaisseau, Pas de bras, pas de- pas de vaisseau, pas de vaisseau. Donc au final, les fameuses lunes, là, les lunes océans, pardon, les lunes océans, que ce soit Europe ou Encelade, où il y a des océans, bah, on n'imagine pas qu'il y ait des civilisations Mais en son cœur. après, le vaisseau, il n'est pas forcément obligatoire. Il peut y Oui. avoir des civilisations Alors, on va en nuancer. d'électricité. Oui, alors on va nuancer justement. On peut imaginer qu'ils trouvent d'autres moyens que l'électricité et le feu, et puis surtout on peut imaginer également qu'ils vivaient sur Terre avant et qu'ils ont transformé leur anatomie et leur technologie pour vivre dans l'eau, un peu de la même manière que ce que nous on arrive à faire. Des sous-marins, de l'apnée. Donc au final, même s'ils paraissent improbables, ils ne sont pas impossibles. Je vous l'avais dit, ce quiz, ça serait de la nuance, hein, nuancé. Allez, on va finir par eux. Les extraterrestres, tu l'as vu, les extraterrestres du film Premier Contact, Arrival en anglais. Alors, avant que vous vous cassez la tête, je vais préciser une chose. Ils vivent sur une planète où l'atmosphère, alors c'est une atmosphère, hein, ils ne vivent pas dans l'eau, ils vivent dans l'atmosphère, mais c'est une atmosphère très très dense, 100 fois plus dense que la nôtre, et vu qu'elle est 100 fois plus dense, eh bien, elle a le même aspect qu'un liquide. Ou du moins, vous avez l'impression d'être dans de l'eau. Sauf que c'est pas de l'eau, c'est du gaz. Donc maintenant que je vous ai dit ça, à vous de réfléchir s'ils sont crédibles ou pas. Oui, c'est une idée. Soit adapté. Adapté, oui, c'est la même chose. Alors, qui dit crédible? Par rapport à la vidéo. Qui dit pas crédible? Alors, qui a envie de donner son explication? L'abonné, Nina. Oui. Il y a des membres habiles, mais enfin, c'est pas très habile quand même. Enfin, il y a des ventouses, du coup, s'il veut lâcher quelque chose, c'est compliqué déjà. Bah. Puis, enfin, C'est vrai que ce qu'on voit là quand même, alors c'est vrai que nous, nos doigts, ils sont articulés autour d'eau, donc ce sont des segments articulés, mais a priori, pas besoin d'avoir des segments pour être suffisamment habile. Je dis bien a priori. Hein, après, parce que je vous dis, hein, enfin, vous l'avez compris, tout ce qu'on fait là, c'est de la supposition, hein, on n'est pas dans la science dure. après, bah, les organes comme les yeux et tout ça, bah, on voit pas trop parce que là, enfin, avec la brume et tout, donc on sait pas. Alors je vais vous donner ma Après, la conclusion. question de goût aussi. Alors, l'atmosphère dans laquelle ils sont, c'est une atmosphère très dense, donc elle est d'aspect liquide. Donc leur forme d'animaux marins leur permet de s'y déplacer, donc en soi, ils sont adaptés. Ah oui, Mais vu que ça reste de l'air, dans l'air, vous pouvez faire marcher l'électricité, vous pouvez faire du feu, donc ça leur donne la possibilité de créer une civilisation technologique. Donc, a priori, on a envie de dire qu'ils sont crédibles. Bon, après, évidemment, là, tout ce que je viens de vous balayer, ça repose surtout sur des hypothèses, des suppositions, et bien sûr, il est tout à fait recevable d'avoir un avis complètement contraire de ce que je viens de vous donner. Alors, après ce jeu, on va conclure. Alors, par rapport à ce qu'on a vu sur les extraterrestres, là, la gueule qu'ils ont, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que n'importe quelle forme physique ou morphologique, en fait, est possible à partir du moment où elle permet à son être vivant d'être adapté à son environnement. Donc il y a des possibilités, mais on ne fait pas n'importe quoi. C'est ça que ça veut dire. Donc ça autorise la diversité, mais pas non plus n'importe quoi. Un animal avec 1000 yeux, ça ne sert pas à grand-chose. après, il y a des mouches après, enfin, c'est pas... C'est pas le même type d'œil. Oui, mais enfin, c'est pas des différents, mais c'est... Mais après, en soi, des yeux comme les mouches, c'est plus facile à faire, on va dire. Intéressant Comme ça. les yeux. Du coup, enfin, je vois à quoi ça change les mouches. Bon, là on va faire la conclusion générale. Donc cette question, sous-jacente à la première, alors a-t-on l'espoir qu'un jour, nous découvrirons une autre civilisation intelligente? Alors, j'ai envie de vous dire, Déjà, la note est- c'est pas parce que on n'a rien trouvé, on n'entend rien, que ça veut dire qu'il n'y a rien. En fait, la vérité, c'est qu'on est encore très mal outillé pour détecter ces éventuels extraterrestres. En fait, chercher de la vie extraterrestre, c'est comme chercher une aiguille, pas dans une botte de foin, mais chercher une aiguille dans un champ, de nuit, éclairé avec une bougie. Ouais. C'est pareil que ça, en fait, on est très mal équipé pour rechercher, et si ça se prouve, on ne sait pas quelle est la bonne méthode à employer, et donc au final, la vérité, elle est peut-être ailleurs. Enfin, du moins la réalité nous échappe.
Pas sûr. Quoi qu'il en soit, dans les années à venir, ce qui pourrait peut-être nous permettre d'avoir une meilleure idée de la réponse à la question, c'est si par exemple sur Mars, on trouve des traces de vie ayant une origine différente de la nôtre, alors ça voudra dire que la vie apparaît partout où elle peut apparaître, et si elle apparaît partout où elle peut apparaître, alors ça veut dire que déjà, la vie tout court, il y en a partout dans l'univers, et donc les chances qu'il y ait d'autres civilisations seraient assez grandes, si ce n'est totales. Et donc la question qu'il faudra se poser après, c'est pourquoi on ne les entend pas et comment fait-on? C'est la question qu'il faudra se poser après. Et donc si un jour on arrive à rencontrer ces fameux extraterrestres, là l'autre question c'est comment éviter l'incident diplomatique. Voilà. Il faut que la première rencontre se passe bien et ne débouche pas sur un conflit. Voilà, je voulais terminer par cette note d'humour. Donc voilà, on a essayé de répondre à la question. Alors bien sûr, il n'y a pas de réponse toute faite, mais au moins, j'espère que vous comprenez mieux la question et que vous vous sentez, j'espère au moins que vous vous sentez plus à l'aise pour vous faire un avis sur le sujet. Voilà. Je vous remercie. On a un petit contact derrière. Chacun son chac. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Bon, après, un sujet comme ça, je pense que, vu que c'est quand même plus un sujet d'exploration, on explore le sujet, quoi, je pense que je suis plus amené, enfin, c'est un truc qui amène plus le débat que des questions auxquelles je pourrais répondre de manière certaine, quoi. Plutôt ça l'idée. Alors, des questions, des remarques, des commentaires? Une remarque plutôt. Oui. Je pense que l'apparition de la vie sur Terre, on a eu quand même du bol, parce qu'il a fallu des choses chaotiques pour qu'on soit là, entre le planétoïde qui est tombé il y a 4 milliards d'années, je crois, c'est ça, la disparition des dinosaures qui a permis, pour plein de raisons, ils étaient déjà pas bien, enfin, le météore l'objet qui est tombé au Yucatan, plus les éruptions volcaniques, ça leur a donné un coup de grâce qui a permis aux petits mammifères de démarrer, donc qui nous a amené à nous. Donc ça fait déjà d'autres trucs, mais il y a déjà 2 choses complètement aléatoires qui ont permis à ce qu'on arrive à notre... Alors, moi je crois que sur les autres planètes, disons, bon, il faut que la Lune soit là aussi, hein, non, pour éviter... Alors c'est vrai que la Lune a un rôle important en tant que stabilisateur d'orbite et avoir des saisons bien réglées. Voilà, des climats, puis bon, ça bouge un peu, mais c'est une toupie qui est quand même 23 degrés d'angle, ça ne bouge pas trop. Tout ça fait qu'il y a quand même eu pas mal de hasard pour qu'on soit là. Qui se sont combinés, oui. Voilà, qui se sont accumulés. Oui. Donc si on prend des probabilités, parce que c'est bien beau de chercher des planètes, des exoplanètes, mais il faut qu'elles aient au moins une lune qui la stabilise, parce que Mars a des lunes qui n'ont pas... Alors par rapport à la Lune, ce qui est certain, c'est que si elle n'était pas là... On ne serait pas là. Alors c'est pas qu'on ne serait pas là, c'est que la vie serait différente. Voilà. Les conditions seraient différentes. Après, est-ce qu'elle n'aurait pas réussi à atteindre le stade animal, végétal, voire notre stade? Ça, c'est moins sûr, par contre. Peut-être qu'elle peut atteindre peut-être que la Lune, une lune stabilisatrice d'orbite, ça améliore le confort de la planète, mais au point que sa présence est obligatoire pour qu'il y ait une civilisation intelligente qui apparaisse, à mon sens, je pense que c'est pas un souci. Je pense que la présence d'une lune n'est pas quelque chose de nécessairement obligatoire. Je pense pas. Après, par contre, il est vrai qu'il a fallu un enchaînement de paramètres assez extraordinaires, qu'il a fallu qu'ils s'enchaînent tous. C'est vrai que ce qu'on a du mal à cerner, c'est finalement quel est le niveau de probabilité qui a permis la combinaison de tous ces paramètres. Est-ce que c'est quelque chose d'incroyablement hasardeux, ou est-ce que c'est un alignement de paramètres qui est amené à se reproduire un certain nombre de fois, à un point qu'on peut le calculer et même dire que à une grande échelle, ça se reproduit un peu partout, quoi. C'est ça qui est compliqué. Je crois que tous les processus qui ont conduit à ce que la Terre est aujourd'hui, je crois que beaucoup de gens pensent que la probabilité est extraordinairement faible. Après, très. La question c'est est-ce que l'infinité de l'univers est plus extraordinaire que notre existence même? Parce que le fait que l'univers soit quasi infini, ça augmente la possibilité à cette probabilité de se reproduire ailleurs. Il n'y a pas 50 solutions, il faut aller voir. Voilà. Jean-Michel. De même que la nuit ne nous paraît pas blanche, alors qu'il y a des multitudes d'étoiles,
est-ce qu'il n'y aurait pas un paradoxe qui expliquerait qu'on ne voit pas les ondes radio alors qu'elles sont là, présentes? C'est une idée qui me trotte la Ouais, tête. une idée, alors. C'est un peu parallèle. C'est vrai que ce qu'on a vu, c'est que par rapport aux ondes radio, soit ils n'utilisent pas, ou soit la distance est trop grande. Bon, après, ces extraterrestres, ils évoluent, donc ils améliorent la technologie, donc il devrait y avoir un moment où on finit par détecter. C'est vrai que les ondes radio, c'est compliqué parce que peut-être que c'est un mode de communication finalement archaïque et qu'ils utilisent autre chose. Ben oui. Oui. Oui, mais en fait, Personnellement, c'est l'hypothèse que je préfère, mais bon, il n'y a pas de certitude là-dessus. Si on regarde les neutrinos, il n'y a pas longtemps qu'on connaît ça. Il y a peut-être Oui. d'autres trucs qu'on ne connaît pas. Par exemple, pardon, je suis en train de massacrer le mot. L'intrication quantique, merci. Le dyslexique, il souffle ce soir. L'intrication quantique, donc le fait qu'on peut avoir deux particules élémentaires jumelles, vous en modifiez une, ça modifie automatiquement sa jumelle. Vous pouvez les séparer de plusieurs milliers d'années-lumière. Quand vous en modifiez une, l'autre est instantanément modifiée. Il n'y a pas de temps de latence entre les deux. Alors, nous, avec nos technologies actuelles, on s'imagine incapable de mettre au point un modèle, un système de communication avec cette propriété de la physique quantique. Mais peut-être que les extraterrestres ont trouvé la solution et donc ils seraient capables de communiquer avec ça plus vite que la vitesse de la lumière. Peut-être, hein, c'est qu'une hypothèse, mais ça rendrait ringard le système de communication radio. Tout. Ouais, même tout. Oui. Nina ? Mais après, on dit toujours, oui, peut-être que c'est nous, qu'on capte pas bien et tout. Mais si ça se trouve, peut-être que nous, c'est très bien ce qu'on fait, mais que eux, ils sont pas assez évolués pour les capter. Si ça se trouve, c'est comme nous, quand on était des hommes préhistoriques un peu. Alors c'est vrai, on n'a pas du tout exploré ce sujet, mais c'est vrai que on a parlé de trois étapes, quoi. La vie bactérienne, la vie animale, la vie intelligente. Mais en fait, dans la vie intelligente même, il y a peut-être des étapes dures à franchir, parce que c'est vrai que quand on regarde l'humanité, l'Homo sapiens, il est apparu il y a 300 000 ans. De 300 000 ans jusqu'à moins 10 000, c'était le chasseur-cueilleur, quoi. Ensuite, vers 10 000 ans, on a commencé à développer les premières civilisations, avec les villes, l'écriture, l'ingénierie. Et on a commencé à avoir des technologies, des grandes technologies puissantes dignes de ce nom, capables de nous emmener vers une autre planète. Ça a commencé il n'y a même pas 100 ans, quoi. Alors on peut se demander, est-ce que c'est facile ou pas pour une civilisation d'atteindre ce stade technologique qu'on a aujourd'hui? Si ça se prouve, il y a des civilisations qui se maintiennent dans un mode de vie, disons celui de l'Antiquité, pendant des milliers, voire des dizaines de milliers d'années, qui n'arrivent pas à aller au-delà. en fait, on peut pas- L'utilisation des dinosaures aussi. Alors l'idée qu'il y ait une civilisation... Non, on a été aidé par le fait que les dinosaures ont Oui, disparu. par rapport à l'évolution naturelle, mais c'est vrai que par Ça aurait pas rapport... pu se développer. Par exemple, par rapport à la révolution industrielle qu'on a connue, d'après certains historiens, elle a failli se produire il y a 2000 ans chez les Grecs. Ils avaient déjà expérimenté une forme de machine à vapeur, et les historiens disent qu'en fait, cette révolution industrielle précoce, elle a été interrompue par les Romains qui sont venus foutre le bordel en Grèce, à l'époque. Mais tout piqué. Et donc au final, il a fallu attendre 2000 ans pour qu'arrive cette révolution industrielle. C'est vrai que ça, on n'a pas du tout parlé ce soir, mais il y a aussi les questions culturelles propres à la civilisation. Il y a des guerres. Une civilisation, je sais pas, imaginons une civilisation extraterrestre ayant les valeurs des Amish, on ne sera jamais amené à communiquer avec eux. Jamais ils auront envie d'utiliser des ondes radio, tout ça. Donc, Enfin, encore qu'on n'ait pas encore compris comment les Égyptiens fabriquaient des pyramides, par exemple, il y a 3000 ans. mais en c'est vrai, on n'a pas retrouvé, alors oui, ça c'est un autre sujet, mais c'est vrai qu'on n'a pas retrouvé leur procédé d'ingénierie. Ouais. On n'a pas retrouvé de plan, tout ça, qui explique comment ils ont construit. on fait beaucoup d'anthropocentrisme dans cette C'est vrai. histoire. Et je pense que si ça se trouve, il y a des civilisations qui n'ont pas du tout envie de bouger. Et même s'ils nous ont vus, on dit non, laissons-les bien tranquilles dans leur bordel. C'est possible. Hein. Donc je pense qu'on fait beaucoup d'anthropocentrisme dans cette histoire. Ça prouve bien qu'ils sont intelligents. C'est vrai que cette idée est intéressante parce que c'est vrai qu'on a tendance à imaginer les choses en miroir, quoi. On les imagine comme nous, avec les mêmes préoccupations, la même envie de communiquer, mais c'est vrai que oui, selon leur culture ou même leur pulsion animale, ils n'ont peut-être pas les mêmes aspirations que nous, ils cherchent peut-être même pas à explorer l'univers, ou même à développer des technologies, hein. Ils vivent encore en mode néolithique. Ou alors c'est peut-être nous qui sommes relous à vouloir absolument pas être les seuls, tout simplement. Peut-être. Peut-être qu'ils trouvent qu'on a une petite tête et qu'on n'est pas intelligent. C'est ça. Parce qu'ils ont peut-être des très grosses têtes avec des Michel, toutes petites pattes. Ou alors il C'est est pas la tout grosseur du moche. cerveau qui fait l'intelligence.
Moi, Ouais, comme des Coluches, on dit ça. Attends, on a photo. D'abord, moi, ça m'arrange. Mais moi, ça m'arrange. Oui. Alors, Jean-Luc. Donc, il se trouve que j'ai écouté une émission, on en parlait avec Jean-Michel, Oui. de la Terre au carré. Hier ou avant-hier. Une émission. Alors avant-hier, l'invité c'était Jean-Pierre Bibring, un astrophysicien spécialiste du système solaire, qui a donc écrit plusieurs livres, et son dernier livre, alors je ne l'ai pas lu, parce que je crois qu'il vient de sortir il n'y a pas longtemps, ça s'appelle Seul dans l'univers. Tu vois. Est-ce qu'il a mis un point d'interrogation? Non, point virgule, de la diversité des mondes à l'unicité de la vie. Et j'ai pas écouté toute l'émission parce que je ne connais pas, mais ce que j'en ai retenu, c'est que pour lui, le vivant serait terrien par essence. Terrien. Le vivant serait terrien par essence. C'est-à-dire qu'il explique que la vie ne... Pour lui, si j'ai bien compris, mais encore une fois, il faudrait réécouter l'émission, la vie n'aurait pu se développer que suite à tous ces hasards et ces choses aléatoires qui sont produites sur la Terre. Bon, voilà, c'est ce que j'ai écouté. Alors, Tu l'as écouté, Jean-Michel? Non, j'étais fatigué, je me suis endormi dessus, mais je la Tu t'es retrouverai. endormi. Je sais que je la retrouverai en podcast. Bon, mais Je sais comment faire. Et peut-être lire ce livre, mais ça m'a un petit peu... oui. Voilà, ça... C'est vrai que on l'a mis un peu, ça a été un peu le fil rouge de l'exposé. C'est vrai que, est-ce que c'est difficile ou pas de passer de matière inerte à la matière vivante? C'est ça le problème, on ne sait pas trop comment ça marche. C'est compliqué, surtout. Et en fait, peut-être que, on fait des hypothèses ce soir, mais peut-être que, en effet, il y a eu sur Terre un hasard exceptionnel qui a fait, pof, Et l'apparition de la vie. plusieurs, une succession. Il fait oui, oui, Dans un certain ordre. Plusieurs. Et voilà, avec un ordre. Oui, oui. Après, on sait comment la vie a évolué de la bactérie jusqu'à nous. Là, on a vraiment une grosse zone d'ignorance, c'est comment on est passé du caillou et du liquide à la bactérie. Ça, c'est une zone vraiment... Je crois qu'à cette question, on ne peut pas répondre oui, on ne peut pas En fait, répondre on ne sait pas s'il y a eu un hasard exceptionnel sur Terre ou si c'est quelque chose qui est banal et qui se reproduit pas ailleurs. C'est comme le Big Bang, hein. On n'a pas de... Il n'y a pas de théorie qui dit qu'il a existé, il n'y a pas de théorie qui dit qu'il n'a pas existé. Jean-Michel. Oui, on dit qu'on connaît 5% de l'univers, donc il y a peut-être beaucoup de choses dans la partie dite cachée. Ouais. Et s'ils sont ici, ouais, peut-être qu'ils se trouvent là, mais on ne pourra jamais les voir. C'est ça le problème. Ils sont peut-être déjà là. Moi, j'ai l'impression que des fois, j'en croise. C'est quand t'as un petit coup de... Ouais, il y en a qui, je trouve, qui ne me ressemblent pas du tout. Ça fait ça, des fois, pas vous. Après, on peut prouver que quelque chose existe, on ne peut pas prouver qu'il n'existe pas. Donc, Oui, oui, oui. avec l'inversion de la charge de la preuve, on peut tout imaginer. Donc en fait, soit on en trouve, soit c'est pas d'interrogation. C'est ça, en fait, tu as raison déjà. Il y a tellement de phénomènes qu'on ne comprend pas. Il y a une enquête essayer d'éclaircir tout ça, tous les témoignages. La NASA qui enquête sur témoignages d'OVNI. Ouais, les OVNI, on n'a pas abordé le sujet ce soir. Ouais, c'est un choix éditorial, c'est parce que je trouve que ça relève plus du fait divers que du fait scientifique, parce que en fait, il n'y a pas de résultats concrets dans ce Puis il y en a domaine. plein, c'est des ballons météorologiques ou des trucs comme ça. Puis en plus, pourquoi on associe toujours les ovnis aux extraterrestres? En soi, c'est juste un truc qu'on ne sait pas ce que c'est. Quel est le rapport avec les ovnis? D'après ce qu'on dit, c'est un réflexe du cerveau humain quand on voit pas quelque chose, quand on voit quelque chose et qu'on ne comprend pas ce que c'est, le cerveau il va vouloir l'associer au premier truc qu'on a dans la mémoire et qui a du sens, quoi. Donc, vous voyez un point dans le ciel, il va aller chercher dans la mémoire quelque chose qui correspond. S'il trouve quelque chose qui correspond à un point blanc que vous avez vu dans un film d'extraterrestre, vous allez vous dire que c'est extraterrestre. Un point blanc, ça s'appelle une étoile. Ça dépend du point blanc. Il peut y avoir des confusions. Je vais prendre un exemple personnel, mais quand j'avais 14 ans, vers chez moi, j'ai vu deux points brillants, très brillants passer dans le ciel. Il faisait pas vraiment nuit, donc on voyait aucune étoile. Deux points très très brillants. Mon premier réflexe assez primaire, c'est de me dire, c'est quoi ça? C'est un ovni, quelque chose comme ça. J'ai compris plus tard que c'était l'ISS et la navette spatiale qui suivait. Alors, c'est vrai que quand on débunk un ovni, quand on explique quelle est la réalité, ça peut être décevant, mais concernant ce cas précis, c'est vrai que là j'avais deux mystérieux points qui se baladaient, mais quand j'ai appris que c'était la navette ISS, finalement je trouvais ça plus extraordinaire. Plus extraordinaire parce que c'est vrai.
Alors que la première chose que j'ai vue, je ne savais pas. C'était le doute. J'ai vu un avion d'Air France la veille de Noël. Ça aussi, c'est extraordinaire. Enfin, si je pouvais faire une réflexion là-dessus, il vaut mieux, enfin, une vérité, même si elle est... Une vérité, même si elle n'est pas extraordinaire, ça reste plus satisfaisant que quelque chose de douteux et fantastique. Oui, sauf qu'après, des fois, quand on chose que t'es trop déçu après. C'est ça. Enfin, même si on ne trouve pas d'extraordinaire, l'univers reste déjà assez fascinant pour s'émerveiller. Oui, c'est vrai, là, par contre, Il n'y a pas besoin de croire en des choses qui n'existent pas pour s'émerveiller du monde dans lequel on vit. Je dis qu'il n'y a pas besoin, hein, je ne dis pas que c'est facile. Hein. L'être humain, il a quand même besoin de croire en des choses, c'est vrai que c'est un besoin. Là, je dérive un peu là, sur le je sujet. crois que je suis Bon, c'est tout bon. Eh ben, c'est Ah, ben, merci. Merci de la participation. Bravo.